Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Salut à toutes et tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Aujourd'hui, je suis avec, non sans mal d'ailleurs, avec Laurent Thomas. Laurent, c'est le prénom, Thomas, c'est le nom de famille, hein, parce que c'est pas évident quand on est comme ça avec nos prénoms, donc ils sont tous les deux des prénoms. Donc Laurent, merci de te présenter pour cette interview. On a tous les deux du mal à se trouver. Ça fait plusieurs semaines qu'on se court après, qu'on a repoussé cette interview, donc je suis super content de te voir en caméra. Comme si ça ne suffisait pas, moi en ce moment j'ai des petits soucis techniques, on va dire ça comme ça, avec l'ordinateur qui s'éteint toutes les 15 minutes. On espère que ça va aller cette fois-ci. Et puis donc on va avoir ensemble une interview assez chouette parce que Laurent, tu es une sorte de miroir pour moi et ça me fait très plaisir parce que tu es un multi-entrepreneur. Tu fais beaucoup de choses, beaucoup de projets divers et variés et donc c'est ce sujet un peu de touche à tout, du 0 à 1 que tu vas nous raconter, qui nous intéresse beaucoup. Merci Laurent d'être présent avec nous. Merci pour l'invitation. Je pensais que quand tu parlais de miroir, que tu parlais du fait que je sois chauve à casquette, mais ok, non. Oui, ouais, c'est vrai. On a aussi chacun tous les deux mis une casquette et on est pas chauve, on est crâne rasé, c'est pas pareil. C'est bien dit ça. C'est une meilleure manière de présenter la chose. Merci à toi de me faire un petit peu de place dans ton joli podcast que j'ai eu le bonheur d'écouter. En tout cas, j'ai écouté quelques épisodes qui ont précédé et j'ai trouvé ça super intéressant et j'espère que je vais pouvoir apporter autant d'informations que les autres. Sinon, tu le couperas, tu le garderas pour toi. J'en ai aucun doute, Laurent. Effectivement, le but du jeu, et puis la vocation de ce podcast, c'est avec des gens comme toi, des entrepreneurs, femmes et hommes. C'est vraiment l'idée de transmettre, de partager nos expériences, notre savoir-faire, et puis l'apprentissage. Moi, je suis intimement convaincu que c'est l'éducation, tu vois, qui entre guillemets, qui va sauver la planète. Les startups, elles sont toujours à vouloir sauver la planète, mais sauver la planète, ça passe par l'éducation. Je pense que c'est vraiment la connaissance qui va nous permettre d'avancer, qui nous permet d'avancer. Donc voilà, j'ai vraiment voulu monter ce podcast pour ça. Et écoute, pour l'instant, je tiens la barre, Laurent, je tiens la barre. Je fête les deux années, les 2 premières saisons, et j'ai déjà 70 interviews, 70 entrepreneurs reçus, ce qui est quand même pas mal. Et donc je continue et voilà avec toi sur la saison 3 d'ailleurs, puisque moi je suis de mai à mai. Voilà, donc là on continue avec la saison 3. Alors Laurent, ce qui est intéressant justement dans ton parcours et je suis ravi qu'on puisse en parler, c'est que finalement tu as cheminé dans beaucoup de choses et notamment des sociétés, des startups, on peut les appeler comme ça, qui sont en train de se structurer maintenant et qui deviennent plus grosses, mais qui sont des startups où en fait toi tu as vraiment fait le 0 à 1 et puis tu es resté actionnaire, mais tu as quitté le côté opérationnel au quotidien de la société en question, tout en restant en fait un cofondateur actionnaire. Donc tu es carrément en salarié, tu as un CDI, tu as un contrat de travail, tout en restant actionnaire et cofondateur de plusieurs autres projets. Donc ça c'est une démarche assez innovante et comme tu me l'as dit en préparation, c'est souvent un chemin inverse en fait. On retourne pas vers le salariat, c'est souvent un chemin inverse. Donc c'est assez rigolo. Alors Laurent, avant de parler de ces parcours-là, est-ce qu'on peut faire un petit coup de projecteur sur peut-être entre guillemets ton enfance, ton parcours scolaire, études, qu'est-ce qui t'a amené, tu vois, à finalement créer
ta première société ou à entreprendre, c'est un petit peu le parcours avant, ton environnement familial, etc. C'est souvent intéressant de comprendre quelles ont été tes petites touches comme ça. Ouais, bien sûr. Alors, je viens du nord-est de la France, dans les terres minières de la Lorraine. Donc, je suis né à Thionville et j'ai fait mes études à Metz. Et effectivement, rien me prédestinait à être entrepreneur puisque je ne connais personne de ma famille ayant monté une société D'accord. par le passé Ouais, ou encore pas de aujourd'hui. commerçant, pas de non, pas de. Non, 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 non. Et donc, c'est un univers que je connaissais pas du tout et D'accord. qui m'a pas forcément bercé ou inspiré pour la suite. C'est arrivé un petit peu plus tard. C'était en moi en fait. Hein, j'avais envie de faire des choses. Comment au départ, bah moi je viens d'une époque où c'était le bac S providentiel. Donc soit on faisait ça, soit on était quelqu'un qui avait presque raté sa vie, si tu veux. C'est la filière scientifique en fait. Ouais, il y avait presque, je sais pas, deux chemins, et les deux chemins me convenaient pas. Il y avait soit S, mais C'est bon, ça. avec les C'était. notes que j'avais en maths, il fallait vite abandonner l'idée. Et puis de toute façon, c'est pas ça qui m'excitait. De l'autre côté, il y avait bah pareil, bah les littéraires. Et puis j'avais pas trop envie de porter des sarouels et de faire du diabolo. Non, je rigole. Mais entre guillemets, c'était pas non plus une voie qui m'intéressait. Ça m'intéressait plus Mm, déjà ce mm. côté créatif, etc. La sémantique, les mots. Mais je voyais pas derrière un métier D'accord. qui allait qui se dessinait. Puis au milieu de ça, il y avait l'économie et sociale. Je suis là-dedans un peu, si tu veux, c'est pas ce qui me plaisait le plus, mais c'est ce qui me C'était déplaisait le à moins. l'époque, c'était le truc général, c'était le truc le plus général en fait. Hein. C'était soit scientifique, chimie, physique, c'était assez, bah, c'était scientifique, très très scientifique. T'avais effectivement le littéraire, bah, c'était le grand écart, c'était pour le coup. Et donc le truc le plus entre les deux, assez généraliste, bah, c'était économique et social quoi. C'est ça. C'est ça. Donc moi je vais là-dedans et puis bah ma mère inconsciemment se dit bon bah avec ça on va pouvoir le caler de manière stable dans une mairie ou une administration histoire que qu'il ait sa stabilité parce que effectivement avec ce flou sur mon avenir. Et puis c'est que après mon bac, que sur les conseils d'ailleurs de ma mère, je m'oriente vers la communication. Et la D'accord. communication est tellement large que je cherche à explorer tous les aspects de la communication. Mais quand je te dis tous, c'est tous, c'est-à-dire presse écrite, presse magazine, cinéma, PQR, radio, Ah, wow. agence événementielle, agence digitale, agence web marketing, agence de publicité, agence de branding et après, même chez l'annonceur. Donc j'ai essayé de regarder tout ce qui était possible et c'est vrai que quand on est jeune, on a la possibilité de faire plein de stages, plein de choses comme ça. Donc parfois c'est des expériences courtes de 2, 3, 6 mois, mais j'ai volontairement explorer tous les aspects de la communication pour trouver un petit peu ce qui et mine de rien c'est un peu ce qui a marqué un peu tout le reste parce que ça m'a vraiment dessiné un parcours pluridisciplinaire. Ouais, bah, j'ai fait ça. C'est marrant d'ailleurs que tu dises que tu parles de communication parce que j'ai fait alors moi j'ai fait un double parcours. Je me suis orienté vers du scientifique technique. Je me suis retrouvé dans une impasse et après paf j'ai complètement tout bifurqué et je suis parti en communication aussi, tu vois. Donc c'est marrant. Et tu l'as fait la communication, c'était à l'université, en école, comment? D'abord un BTS communication D'accord. d'entreprise à Metz et ensuite c'est là où j'arrive à Paris avec mon petit sac à dos. Je découvre la capitale avec mon bel accent lorrain et je fais une école qui s'appelle Sub de Pub, qui est une école voilà de publicité pure et dure. Hein. Ça amène les étudiants à travailler le plus souvent dans des grands comptes, hein, soit des agences, des grosses agences type Publicis, TPWA, Saatchi, Fred et Farid, soit chez Ouais. l'annonceur, mais chez des grands comptes type Carrefour, Zara, Ouais, ouais, etc., c'est etc. vrai, c'est. Et donc là, ça me plaît beaucoup parce que c'est un milieu un peu, je découvre un peu le côté bling bling de la pub parce que là, à l'époque, bon voilà, c'est des Bien pubs sûr, bien télé, sûr. c'est pas des petites bannières pour des piscinistes. Et donc en fait, il y a le côté un peu comme la mode, tu vois, il y a même le festival de Cannes, enfin les Lions d'or, etc. Donc il y a un côté très bling bling qui au départ met un peu de paillettes, mais très vite, je suis un des premiers de l'école à quitter ce monde-là parce que même si tu te dis ouais, je bosse pour BMW, la vache qui rit, Société Générale, regarde cette pub à la télé, c'est moi. Très vite, moi, je me suis dit mais c'est du fou en fait, c'est pas toi, c'est tu es un pion, un des 1000 pions qui a bossé sur cette campagne et j'avais pas le sentiment que c'était moi qui avais réalisé ces choses-là au final. Donc, euh, je crois que t'as figé. Non, t'es là ou pas? Je crois que les soucis techniques recommencent pour Patrick. Donc, on va attendre que l'enregistrement
qu'on nous confirme bien que l'enregistrement se fait, parce que sinon, bon, bah, je vais parler dans le vent. Je vais essayer de meubler en attendant, mais je pense que l'enregistrement a été coupé dans tous les cas. Et on se retrouve ensemble. Ça a l'air de continuer à filmer. Donc on marque une petite pause publicitaire. Je peux vous faire une publicité si vous voulez. On va entendre que Patrick revienne. Donc, même si tu bosses pour BMW et des grandes marques, voilà, C'est bien, c'est c'est le un, rattrapage. Comme ça, la coupe se fera bien. Non, mais du coup, en plus, je ne savais pas si je continuais à parler à tes auditeurs ou si c'était vraiment le cas ou si en fait j'étais pris en pleine crise de. Écoute, j'en sais, et franchement, Laurent, je vais le laisser. Je couperai pas ces épisodes de folie intersidérale technique qui me font sortir carrément de mon propre studio d'enregistrement parce que j'ai mon ordinateur Windows qui s'amuse à faire des écrans bleus. C'est la fête au village. Et écoute, c'est un test. Continue à parler pendant que je suis pas là et on verra ce que ça fait. Voilà. En tout cas, toi, tu nous disais, d'ailleurs, j'en profite. Tu me tends une perche, Laurent, pour parler d'un sujet qui est normalement, je mets pas trop de temporalité dans le podcast parce que il est évidemment éternel ce podcast. Il ira dans les étoiles, je ne sais pas quand, avec l'IA un certain jour. Mais on est en 2024. Et donc il y a un sujet qui a pris une énorme ampleur depuis quelques années, de trois ans, ouais, 3-4 ans, c'est le copywriting. Et je fais cette petite précision pour dire que le copywriting, ce n'est rien de moins que le mot anglais de conception-rédaction qui est un métier du monde de la pub. D'accord? Tu nous parles de pub, de sub de pub. Dans une agence de publicité, il y a clairement tout un tas de métiers, dont les fameux créatifs, et il y a ceux qui font ce qu'on appelle les signatures de spot. Ce sont des concepteurs rédacteurs. C'est pas du tout un métier très important et de très haut niveau, et pas du tout le mot galvaudé de copywriting qu'on balance à toutes les sauces en ce moment, et notamment sur LinkedIn où on est là, vas-y, on fait des petits posts LinkedIn et puis c'est du copywriting. Non, là on parle de un véritable métier qui est un métier d'écriture ciselé avec des réflexions très poussées sur les spots, les signatures, les campagnes, les scripts des communications de la pub, etc. Donc je voulais faire cette précision ça sur les métiers parce que les jeunes, ils ont toujours l'impression qu'ils ont tout inventé et notamment l'eau chaude, et c'est pas le cas du tout. Voilà, donc le métier de conception rédaction, concepteur rédacteur, ça existe toujours. Ça a été voilà parce que c'est hype. On a commencé à parler de copywriting à toutes les sauces, mais c'est le métier de conception rédaction des agences de pub du monde de la communication. Tout à fait, ouais. Tout à fait. D'ailleurs, ça fonctionne souvent en binôme avec le directeur artistique. Exactement, c'est souvent le binôme. Moi, je parle de ça parce que j'ai connu ce passage en agence média moi-même, que je connais bien cet univers de la communication et de la publicité qui est évidemment voilà toujours un très gros secteur d'activité. En tout cas, toi, tu fais quand même la totalité de sub de pub. Tu fais tout le parcours quand même, Laurent? Tout le parcours, je fais un bachelor et un master et le master. Mais après, très vite, j'ai compris qu'en fait, sur le terrain, c'est là que j'apprenais le plus. Les grandes écoles, pour moi, c'est pas là où j'ai appris beaucoup de choses, mais ce qui est intéressant, c'est les parcours qui sont livrés par des grands du secteur qui vous racontent. Alors au départ, on a l'impression que c'est de l'ego qui viennent déballer un peu leur ego, mais c'est vrai que voilà, ça c'est intéressant. Et puis on faisait des mini compètes, c'est-à-dire on faisait comme si on était sollicité des mini agences et puis qu'on était sollicité Tout à fait. pour des gros budgets, etc. Et ça, c'était des exercices intéressants. Et puis voilà, tous les stages effectivement qui m'ont permis, bah, mine de rien, de travailler sur des gros budgets et de voir un peu ce que c'était des publicités télé, voilà, des campagnes publicitaires de grande envergure, comme on a peu de fois l'occasion d'en Exact. toucher. Voilà, Oui, puis donc en plus, c'est Laurent, vraiment rien à voir. t'as dû faire comme moi, je vivais ça à l'époque. On a ce qu'on appelle les fameux cas d'école. Donc, tu reproduis carrément dans le cas de TP, de travaux pratiques au sein de l'école, etc. On te dit, tiens, allez-y, prenez le rôle d'agence et faites-moi la conception d'une pub pour la marque, voilà le contexte, etc. Donc, on te remet dans le bain et t'as l'impression d'être, waouh, tu vois, d'être agence de Ouais, ça pub. c'était vraiment chouette. C'était vraiment la partie les plus kiffantes hein, de ces études-là. Et puis à la fin, généralement, en plus c'était un vrai brief de marque. Hein. Ouais. Bon, ils prenaient pas les Oui, concepts tels quels, mais ils faisaient gagner généralement un groupe parmi tous les groupes qui avaient bossé sur leur marque et leurs problématiques qu'ils avaient soumis à l'école. Et parfois, si vraiment l'idée était brillante, ils pouvaient l'utiliser. Donc là, c'était ah, super pour c'était le quand t'es Graal. Tu étudiant. disais, ouais, j'ai connu ça exact. Je me projette comme si j'y étais. Et effectivement, comme toi, j'ai un souvenir assez enthousiasmant du truc.
D'ailleurs, c'est là où les vocations se créent, en fait. Il y en avait qui étaient justement très créatifs, qui avaient des idées, etc. D'autres qui étaient meilleurs à l'écriture. Donc, tu reproduisais vraiment ce concept-là, le métier. Ouais. C'était chouette, ouais, c'est vrai. Moi, j'avais travaillé à l'époque, j'avais travaillé sur la bière Desperados. Tu vois, c'est l'importateur. T'avais l'importateur qui débarquait sur le marché français, etc. Et donc, on a vu comme cas d'école la campagne de pub sur voilà la bière, comment on l'implémente dans le réseau CHR, des bars-restaurants, etc. C'est marrant. On avait fait un cas. Je me souviens, du coup, j'en ai eu quatre. Il y a eu Président, Camembert Président. Il y a eu Canal+, les Vélib quand Waouh. ils ont débarqué. Et il y a Esté Dupont. C'était une marque Ouais, je connais. des briquets, etc., un peu de luxe. Voilà, c'était les quatre Ouais, c'est dont chouette. je me souviens. Je crois que Ouais, c'est chouette. bon, Donc voilà, là, c'est la tu petite ouais, aparté. Mais effectivement, voilà, c'est là où beaucoup sont restés, la plupart sont restés. Alors, ils sont pas tenus longtemps parce que la publicité, c'était quand même un métier de jeunes où il y a énormément de jeunes. Et quand tu commences à un peu avoir 35-40 ans, ils cherchent du sang frais un petit ça peu. Donc, renouvelle en permanence. Et puis Laurent, bon, allez, généralement, t'as pas de mecs de 55 ans, 60 ans ou très peu dans les agences de pub. T'as remarqué. exactement. Et puis Donc, des fois, on est passé par là, on l'a vécu. Malheureusement, j'utilise le mot, les agences de pub et puis le secteur de la communication a cette réputation de faire travailler des armées de stagiaires. Donc, tu as des stagiaires qui se renouvellent en permanence. Moi, j'ai débarqué dans des agences où tu avais un tout petit noyau de permanents et en fait c'était que des stagiaires qui tournaient en permanence et qui s'enroulaient. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est ce qui, moi, va me provoquer, va me faire créer ma première entreprise. Parce que, pareil, stage de fin d'études, bidule et tout, je leur dis, attendez les gars, je viens de pas... Alors, j'avais déjà réussi à obtenir un CDD. Tu vois, je voulais déjà bosser, mais j'avais donc obtenu un CDD. Mais moi, j'étais persuadé que c'était parti, j'avais mon diplôme et tout, j'allais enchaîner. Eh ben, on m'a fait, ok, salut, la sortie c'est par là, la prochaine brochette de stagiaire vient d'arriver, quoi. Et ça m'a fait un tel choc, tu vois. J'ai dit c'est comme ça. Ok, je monte ma boîte. et ben voilà notre premier point commun. Parce que je suis un des premiers je crois de ma génération de l'école là à quitter finalement ce monde-là. Parce que pour les mêmes raisons que toi, je vois vite en fait l'envers du décor et je vois vite aussi que en fait c'est à coup de compète. Voilà, l'agence perd le budget sur lequel tu as gagné parce qu'elle l'a remis en compétition tous les C'est X ça, années. Alors, on t'appelle, t'as 40 personnes qui sautent du jour au lendemain, quoi. exactement. Bon, voilà, et donc bon, bref, je vois le côté bling bling, mais je vois très vite au fil derrière le rideau quand je regarde, quand je passe la tête, que en fait il y a quand même un côté un peu qui me plaît pas trop. Et donc en fait là, je monte à ma première D'accord. agence. Et alors j'ai pas d'argent du tout et je fais la rencontre d'un mec qui me laisse une partie de son bureau dans une boutique de fringues dans le 17e et qui me dit vas-y bah moi si tu veux je t'achète ton ordi machin, je te paye ton logo, enfin je mets C'est marrant. quelques milliers d'euros pour payer ton branding et tout et lance-toi, va chercher les clients. Et en fait ça tombe pile poil au moment où l'auto-entrepreneuriat se lance, c'est-à-dire que le statut AE Et arrive le en gars, en France. plus, il est Et même donc en pas, fait il est même pas investisseur pour toi parce que en fait, tu vas créer, tu lui donnes même pas de part, il devient même pas associé ni rien. C'est juste quelqu'un. non, en fait, à l'époque, j'avais l'impression que c'était ma société, mais en fait, légalement, c'était sa société. Mais si tu veux, pour moi, c'était ma boîte parce que c'était que je bossais tout seul dessus, etc. Et puis je partais d'une feuille blanche. Et en fait, je prends tous les talents que j'ai autour de moi et je leur crée des D'accord. statuts à eux. Mais je te dis ça, ça paraît logique aujourd'hui, mais en fait, si tu veux, personne n'avait un statut à eux à l'époque. Et donc, je leur crée des statuts à eux, à des illustrateurs, des designers, des web designers, même des graffeurs, si tu veux, de tout, des développeurs et tout ça. Et du coup, je vends à des clients le côté grosses agences Alors sans que les vous frais de êtes tous fonctionnement des les grosses uns, agences. vous êtes une team, vous êtes une équipe d'indépendants qui travaillaient On ensemble, appelle quoi. aujourd'hui finalement Ouais, un ouais, collectif, ouais, si tu veux. Donc ça paraît hyper basique aujourd'hui, mais si tu veux à ouais, l'époque c'est c'était clair. révolutionnaire. Et donc voilà, je crée ça et bon an mal an, voilà, j'arrive à choper mes clients, etc. Et puis au bout d'un moment, voilà, je commence un peu à tourner en rond et puis l'appel du soleil m'amène à Montpellier. Et là, je commence aussi à bosser dans une digital agency. Puis, et là, je passe un petit peu plus vite parce qu'il y Ouais, a ouais. rien de très marquant là. Je découvre l'univers du web que je n'avais pas appris. Si c'est important parce que je l'avais pas D'accord. appris à Toi, tu l'école. étais sur de la Le web, mine de rien, communication, j'avais appris communication d'entreprise, la la publicité, publicité etc. Ouais, pure c'est et ça. dure.
La publicité pure et dure. Et là, je découvre le monde du web et aussi la différence nord-sud. C'est-à-dire que dans le business, ça n'a Ouais. rien à voir. Paris, business is business. C'est-à-dire que même on est amis, mais voilà, je travaille avec lui parce qu'il est meilleur et tu le comprends parce que business is business. Ici dans le sud, je commence à faire des compètes pour gagner des clients pour mon agence. Je sens que je suis le meilleur, mais je gagne pas. Et donc là, je comprends très vite que c'est une autre manière de fonctionner où d'abord, faut aller faire quelques petites paillotes et serrer des mains avant de faire quoi que ce soit. Et donc, j'apprends ce côté-là et surtout, je découvre le monde du web qui me passionne. Et j'atterris très vite chez Exaprint, Ah bah oui. le leader de la personnalisation de produits de communication en ligne, qui depuis a été racheté par le géant Vistaprint. Et donc là, c'est là où vraiment je me prends de passion pour le web marketing et la D'accord. communication digitale, quoi. Et quand t'étais parti, quand tu décides de descendre, t'étais à Paris, donc tu descends vers Montpellier. T'y vas, t'as pas de famille sur place, évidemment. Toi, t'es de Lorraine, donc en fait, ça se fait sous quelles conditions? C'est parce que tu as envie de sport, t'as envie de soleil. Tu choisis comment cette destination-là? Ouais, le soleil, je sentais que ça avait Bah un oui. impact Ouais. vraiment très positif sur moi, sur ma joie de vivre, mon quotidien. Voilà, et on le sent ici hein, quand même. Bah Ça mine de apporte un rien, vrai il y a truc. quand On met à même, côté je sais les arts, pas, mine de 200 rien. jours de soleil par an, non? Un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais. Donc j'avais envie de ça. Et donc non, je connaissais T'en personne, mais fous, moi, tu sais, tu prends ton j'avais baluchon, pris tu hop, l'habitude tu de descends. prendre donc là, c'est pire que ça, c'est que en fait, j'envoie deux, trois CV, et là, dans la D'accord. semaine, il y a un patron d'agence qui, lui, est à Paris, il m'appelle et il me dit, je suis à Paris, on se voit. Bon, je suis allé le voir Café Beaubourg, il m'a tendu un contrat, j'ai signé, la semaine d'après, j'étais à Montpellier, quoi. Donc voilà, ça c'est mon arrivée à Montpellier a été un peu une rampe de lancement pour moi où je découvre vraiment ce que c'est le web et j'ai la chance de bosser dans un site e-commerce qui est dans le top 100 français avec vraiment un mec qui a été un mentor pour moi qui s'appelle Philippe Dupuis qui est le fondateur d'Exaprint et qui m'en fait qui me met un peu comme un peu son bras droit si on peut dire ça comme ça et là en plus je tombe sur un mec qui je n'ai jamais recroisé depuis, qui tellement la boîte va bien, tellement la croissance est folle, Ouais. on fait ce Ouais. qu'on veut. C'est-à-dire, on peut se permettre de se planter, on regarde D'accord, pas le d'accord. ROI. D'ailleurs, c'est un terme qui était pas très employé à l'époque. Tu C'est génial parce que tu débarques dans un bac à sable en fait où tu fais ce que tu veux, tu fais tes tests, tu fais tes petits trucs et tout ça, c'est génial pour se construire, vois. pour essayer des trucs, pour apprendre, c'est génial. Mm. Ouais, c'est ça, parce que moi je vois aujourd'hui, voilà, tu veux innover, ouais, on innove, mais par contre, t'arrives à un truc, alors comment on va gagner? Non, mais par définition, une innovation, il y a pas de référence parce que c'est une Exactement, innovation, ouais. donc tu vois, donc, on a perdu des fois ce côté-là avec le tout héroïste, c'est-à-dire que l'innovation, elle naît C'est de la ça. passion et de la Yes. croyance intrinsèque, elle n'est pas forcément, je peux pas te sortir un tableau qui va te montrer ton niveau de rentabilité sur ce truc-là, c'est un truc qui est du feeling. Et c'est là que tu fais les plus belles innovations parce que justement c'est comme ça n'a jamais été fait, Mm, comme mm, tu vas mm. étonner ton marché. Oui, tu peux faire des prévisionnels si tu veux, mais tu vas pas garantir un Yes. ROI à ton DG Et alors quoi. toi, Laurent, dans ce cheminement, quelle est ta zone de génie? C'est quoi le métier que tu sais faire? Tu interviens sur quel sujet? Du marketing, de la créa, du commerce, de la vente? Quelle est tes compétences, tes métiers, les métiers que tu fais? Alors tu le verras du coup ça fera un peu le raccord avec ce qu'on va dire après ou justement pourquoi je reste un homme de terrain. D'accord. J'aime toucher à tout, c'est-à-dire que j'aime faire de la créa, j'aime écrire, Multipotentiel. j'aime faire du design, j'aime faire du good branding, j'aime coder aussi un peu avec en D'accord. mode ambiance no code. J'aime bien tout ça, donc j'aime Mhm. connaître ce que je fais. C'est-à-dire qu'à la base, je suis un chef d'orchestre. C'est-à-dire que souvent on se dit mais il sert à quoi lui? Les musiciens ils jouent devant lui, mais lui il sert à quoi finalement? Bon ben s'il n'est pas là, ça marche pas. Comme un maître d'œuvre dans un chantier immobilier. Et donc j'étais un peu ce mec-là. Donc toujours avec la au début la sensation d'être un imposteur finalement parce que je suis le mec finalement qui fait qui fait ça mais au bout d'un moment je comprends que ça si je suis pas Je là me bah reconnais dans ce que ça tu dis marche parce que pas moi et j'ai toujours pareil adoré. En fait, je veux pas et je j'ai jamais voulu me fixer sur un truc en fait, sur un seul métier. Moi, j'ai envie de voilà de voir et de connaître tous les corps de métier. Donc ce côté chef d'orchestre, c'est exactement ça l'idée. T'es dans la coordination, tu vous discutes avec toutes les compétences
compétences, tous les corps de métier, c'est génial, ouais. Ouais, c'est aussi ça. Ouais. Mais du coup, comme je nourris quand même, mine de rien, ce côté imposteur en faisant ça, eh ben, je me suis mis à apprendre chacun de ces métiers pour savoir le faire. Parce que c'est vraiment ça que je voulais, c'était maîtriser un peu tous ces aspects. Et in fine, ben, à force de maîtriser tous les aspects de la conception, tu commences à pouvoir monter une boîte parce que tu Bien maîtrises sûr. un peu tous les aspects dont tu as besoin, tous les métiers, toutes les expertises dont tu as besoin. Tu sais faire un logo, tu sais monter une landing page avec un site, tu sais écrire bien du copywriting, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour vendre, valoriser ton produit. Tu sais mettre en place ta stack technique en microservice pour brancher ta CRM, ton chat, ton truc, ton machin, parce que tu l'as fait tout Ouais, c'est seul. tous les corps de Tu métier, c'est maîtrises toutes les et aujourd'hui d'ailleurs, tes c'est affaires. ce que tu dis là, Laurent, en énumérant tous ces métiers, ça montre bien que les compétences, la palette de compétences pour monter, organiser, structurer une entreprise, start-up ou pas start-up, c'est juste c'est juste gigantesque, quoi. T'as un niveau de savoir à maîtriser et qui est énormissime. Et malgré les évolutions technologiques avec des systèmes de no-code, comme tu dis, où on n'a pas besoin de coder des choses comme ça, mine de rien, les compétences métiers, elles ont pas diminué, bien au contraire. On peut parler, du digital dans lequel on bascule. Ça a l'air tout con, mais en fait, avoir une bonne compétence bien profonde sur gérer du SEO, du référencement ou du Google Ads ou du Facebook Ads, donc de la publicité sur Facebook ou sur Google, mais c'est en fait un niveau de connaissance technico-fonctionnelle qui est énormissime. Tu vois, il suffit d'afficher la console, tu sais, la console de bord de gestion de ads management de Facebook, de Meta. Tu te tires une balle, quoi. C'est le niveau de compétence pour aller piloter ça. Ça. C'est un truc dingo. Donc, quand tu multiplies ça par toutes les interventions, les réseaux sociaux, etc., ça devient fou, quoi. Mais c'est vrai que c'est là que ça a débloqué les portes parce que quand je vois mes potes aujourd'hui, que je monte un petit business, ouais, mais attends, si tu te plantes et tout, je le regarde toujours, mais je dis, mais si je me plante, je perds quoi? Je perds 10 euros de nom de domaine et un hébergement parce que tout le reste, c'est moi qui l'ai fait, en fait. J'ai sollicité personne, et donc c'est vrai que, bah, ça me permet de monter un truc, ça marche pas, voilà, de perdre du quoi? J'ai perdu 10 balles, quoi. Alors que, et c'est ça qui est génial quand tu maîtrises vraiment tous ces aspects, là, en autonomie, c'est que ça t'ouvre un peu Bah, bien sûr. l'esprit sur le champ des possibles en termes d'entrepreneuriat. T'as une idée. Ouais, bien sûr. Si tu rentres pas dans une usine à gaz, voilà. Mais aujourd'hui, t'as un petit produit à vendre en ligne ou t'as un petit service à vendre. Et bon, là, je parle même pas avec l'IA qui est arrivée. J'ai envie de te dire, ça laisse encore Ouais, on est tous les des deux possibilités encore autres. sur les métiers du marketing, de la communication, voire même un peu les métiers de la vente sur lesquels je suis aussi positionné. Ce sont particulièrement des métiers qui sont très fortement bousculés par l'intelligence artificielle. C'est vraiment des métiers d'écriture, des métiers d'idées, etc. Et c'est vraiment les métiers enfin pas qui, j'allais dire qui souffrent pas qui souffrent, mais en tout cas qui sont les plus bousculés dans leur retranchement avec des changements qui vont aller de plus en plus fort. Parce que l'IA, les progrès, c'est juste incroyable en l'espace de un an et demi, 2 ans. Waouh, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer, quoi. C'est vrai que bah, moi tout de suite j'ai su que C'est c'était la cinquième révolution industrielle. C'est-à-dire, mais par contre, j'avais l'impression que j'étais le seul à le voir au début. C'est-à-dire que quand je suis ouais, arrivé, c'est j'ai l'impression que j'amenais un nouveau gadget en disant, ouais. ouais, c'est sympa ton truc, Non, ouais, non, c'est ça une va mode, pas ça passer. passera. Ça Non, non, va, c'est pas une mode, l'IA, ça passera pas. La dernière révolution que tu as connue de ce genre, c'était le web, Tu sais et ce je que je pense que dis, c'est plus Laurent, fort moi, que ça encore. je dis que l'IA, enfin l'IA au sens large du terme, hein, l'IA pour moi, je dis carrément que c'est la dernière invention de l'homme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on cherche, tout ça, et ben en fait, on le fait avec de l'assistance, avec de l'IA en fait. Toutes les inventions qui vont arriver, etc. Bah en fait, on sera biberonné, assisté avec les puissances de l'IA, peut-être du quantique d'ailleurs aussi. Et donc pour moi, en fait, l'intelligence artificielle, c'est la dernière invention technologique de l'humain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il y en a plus d'autres des choses à inventer. Enfin, il y a plein de choses à inventer, mais on les fera plus sans IA. Donc en fait, tu vois, c'est la dernière invention, quoi. Et je suis d'accord avec toi. C'est toi et moi, on a Tout à fait. traversé
le web, ces innovations, le mobile, tous ces trucs-là qu'on a enchaînés. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, les entreprises sont, pour moi, je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs, c'est intéressant ton avis. Moi, j'ai un peu le sentiment que, comme pour le web, les entreprises, notamment les grosses, se disent ouais, on va rattraper. Tu vois, il y a le côté mortard. Ouais, on laisse les startups un petit peu se cracher, puis nous on arrive derrière, et puis hop, on va tout ramasser tranquille. On va rattraper le retard. Et moi, je discute beaucoup avec les entreprises en leur disant non, non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que là, c'est pas une question de vitesse de rattrapage. Là, vous avez raté le train qui passait à la gare, sauf que en fait, tous les 10 kilomètres, il accélère encore de vitesse. Donc c'est pas qu'il reste constant, qu'il a quitté la gare et qu'il roule à 300 km/h. Non, non, c'est que tous les 10 kilomètres, il accélère. Donc en fait, vous pourrez plus jamais la rattraper. Et j'ai jamais vu. Pourtant, je suis un féru de veille technologique liée au web. J'ai jamais vu quelque chose arriver, à avancer à ce rythme-là. J'ai l'impression, je sais pas si je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Encore il y a un mois, on disait, hey Siri, mets-moi de la musique et il buguait. Et du jour au lendemain, il y a eu 3 millions de trucs de fous qui sont sortis Ouais, autour ouais, d'hier. ouais. T'avais l'impression qu'ils étaient tous derrière les fougères, prêts à dégainer. Comment tout ça s'est créé? Comme moi, je sais ce que c'est maintenant de monter un Bien SaaS sûr. comme ça, le Ah machin, bah, le produit, le test. Ça se fait pas en 2 secondes. Comment tout ça est arrivé? Et puis ça sort. Il y a 1000 trucs ah ouais, c'est la qui sortent folie. sur Product Hunt et compagnie chaque C'est un jour. truc Enfin, dingue. c'est, c'est, je comprends. Enfin, j'ai du mal encore à comprendre Tu sais, en fait, comment ce qui ça se peut passe, aller Laurent, aussi c'est vite, quoi. que il y avait ce mouvement, en fait, les intelligences artificielles, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Ça fait 15 ans, en fait, ça fait 15 ans qu'on fait du machine learning, du deep learning, que les grandes entreprises, notamment techniques, Meta, Google, évidemment, tous ces gens-là, ça fait des années et des années qu'ils sont dans des choses comme ça. Mais le trampoline, le fait déclenchant de tout ça, c'est la mise au grand public, la mise à disposition au grand public et au marché, bah, du fameux chat GPT. Et ce truc-là, en fait, ouais, c'est ça. Ouais, Donc, mais encore faut-il le faire. Faut-il le faire. Encore faut-il le faire parce que même si t'as la techno, t'as les sources qui permettent de faire les choses. La vitesse de c'est ça. propagation des outils et des apps liés à Ah, ça, ouais, elle est dingue, quoi. C'est pas, par exemple, quand le web est arrivé, bon, ok, c'est on a vrai. mis Il y avait les early le adopters, tu socle sais, il à y a toujours les disposition. early adopters, les Il y a pas, innovateurs, nanana, mais c'était pas aussi massif, c'était pas aussi voilà. grand public, ouais, c'est vrai. Donc, comme tu dis là, effectivement, le train, Bah moi, ce que je c'est dis pas en le fait, petit, Laurent, on n'est c'est pas sur que ce le que je dis aux TER, quoi. entreprises avec lesquelles j'interviens et tout ça en conférence notamment, c'est de leur dire écoutez, attention, ne confondez pas la notion de vitesse et d'exponentialité. C'est pas la même chose. Quand c'est exponentiel, c'est quelque chose puissance quelque chose. C'est pas genre ça va vite. Tu vois ce que je veux dire? Aller vite, c'est qu'une seule unité de temps. Tu vois, c'est une vitesse de roulage. Là non, là c'est exponentiel en fait. Donc c'est pas du tout pareil. Ça s'accumule et c'est une exponentielle. Donc si tu comprends pas cette notion de vitesse qui n'est pas du tout une exponentielle, alors, en fait, chaque fois que tu te dis on va voir, on va s'y mettre, on va rattraper, bah en fait non, en fait non, tu vas pas rattraper rien du tout. Je dis, tu seras le graphiste print de demain. Bon, il y en a encore, hein, ceux qui sont vraiment spécialisés là-dedans, mais je veux dire, ceux qui n'auraient pas pris le web à l'époque et qui continuent à faire des flyers, etc. Parce que voilà, bon, voilà, ils en vivent très difficilement parce que voilà. Mais c'est ça, puissance 10, comme tu dis. Donc moi, je regarde ça avec autant de fascination parce que j'ai toujours été un féru de veille et si tous ces trucs qui sortent, je veux créer un compte et tout, Moi je dois aussi. avoir un nombre de comptes créés. Mais c'est la première fois que je regarde ça avec beaucoup d'appréhension et de crainte parce que derrière il y a beaucoup de risques liés à ça qui sont pas à négliger et qui Bien sûr, d'ailleurs bien sont sûr. soulevés par les gens qui ont créé ça, qui signent des chartes demandant aux États de réguler. C'est eux-mêmes qui demandent. Elon Musk dit par exemple que c'est pire que le réchauffement climatique ou une bombe nucléaire ce truc-là. Potentiellement, Euh, et effectivement, on n'en sait c'est pas rien, le mais seul potentiellement, à oui. avoir ça. C'est ça, ouais, je suis d'accord. Euh, donc faut faire vraiment très attention à ça et je pense aussi qu'il faut vraiment réguler très très vite cela parce que en fait le web et comme l'IA finalement qui arrive, on est parti du principe que c'est pas régulé, ça n'appartient à personne, ça n'appartient pas à un État, ça n'appartient voilà et même quand tu cherches à réguler par exemple le streaming, tout le monde a cherché un peu à combattre ça, bon bah C'est ça. C'est ça. tu arrives toujours à contourner donc c'est des choses qui sont un peu incontrôlables donc une fois lâché dans
dans la Et il y nature, a toujours on d'ailleurs, peut Laurent, imaginer le meilleur tu comme sais on bien peut que imaginer notamment le dans le pire. hacking, dans le piratage, t'as les pirates gentils et t'as les pirates méchants. Donc t'as toujours effectivement ces forces en opposition et les efforts, enfin les efforts ou les volontés de nuisance sont souvent d'ailleurs très, tu vois, très importants, plus importants que ceux qui veulent protéger ou défendre. Ouais. Donc Et oui, c'est des vraies réflexions. Hein. alors, il y a les aspects qui sont liés à la technologie elle-même, comme la désinformation, etc., qui soulèvent des vrais problèmes quand tu peux C'est faire ça. des photos où tu ne sais Et pas, l'éducation d'ailleurs, vidéo, Laurent, tu tu ne vois, sais et pas l'éducation, déceler parce si que c'est moi vrai ou faux. je le constate déjà dans les jeunes générations qui nous entourent. Je sais pas, d'ailleurs, tu nous as pas dit si tu avais des enfants ou autres, etc. Mais moi, je me rends compte d'un truc, c'est que nous, toi et moi, avec l'âge qu'on a, en fait, quand on a une IA qui nous donne une information, on est en capacité, avec notre culture, nos connaissances, etc., de la remettre en question, de se dire ouais c'est vrai, c'est pas vrai, attends, je vais aller croiser avec une autre source. Moi je suis effaré de voir que les jeunes ne posent pas la question, soif comme parole d'évangile, entre guillemets, ce qu'il leur est dit par une IA. Et ça pose problème, parce qu'ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas les connaissances pour dire, ah ouais, c'est vrai ou c'est pas vrai, quoi. Donc là, waouh, c'est hyper dangereux, quoi. La capacité de remettre en cause, de synthétiser des trucs, effectivement. Et puis ensuite, il y a l'aspect clairement, parce que là, pour la première fois, ok, le web, c'était un socle qui nous a permis de faire des choses. Le web a tué un peu de métiers, mais on en a créé énormément. Et là, on est à l'inverse. On va tuer énormément de métiers et oui, on va dire oui, on va en créer des prompt engineers et compagnie, mais on va en tuer beaucoup plus qu'on va en créer. Quand tu vois qu'aujourd'hui tu peux faire un shooting photo studio bah, sans faire appel au mec Oui, qui te la caméra, le machin, le photographe. Tu peux commencer à faire des traductions dans toutes les langues ou de faire des vidéos dans toutes les langues sans faire appel à un traducteur. Et là, ce qui arrive pour la première fois, donc Goldman prévoit voilà 300 millions de chômeurs rien qu'aux États-Unis, un Américain sur deux. Enfin, là, on va avoir la technologie a souvent mis au chômage des cols bleus entre guillemets. hum. C'est-à-dire le mec à la pompe à essence, la caissière qui se fait automatiser, mais là on va avoir des cols blancs arriver, des avocats par exemple quand tu regardes un GPT Law qui te fait On tes est d'accord. statuts, tes CGV, tes trucs machin d'une manière crème, enfin vraiment très bien. Un avocat qui gagnait 15K avant avec trois gamins et un patrimoine à gérer quand même, mine de rien, à entretenir, qui finalement, même Ouais. un développeur, si tu veux, le développeur, c'était un des métiers les plus recherchés au monde il y a 2 ans. Tout d'un coup, ça devient un métier En qui fait, Laurent, il y a ce qui se potentiellement peut passe, c'est connaître qu'il une crise y a une masse aussi. énormissime de métiers qui vont devenir des commodités, en fait. Parce qu'avec l'IA, eh ben, en fait, ça a diminué toutes ces barrières qu'il y avait sur la connaissance, le savoir-faire, etc. Ben, en fait, ça a été gommé. C'est du jour au lendemain, quasiment, c'est gommé. Et donc, c'est vrai que pour le coup, la mutation, elle va être compliquée parce que tout le monde n'est pas, tu vois, quand on parle de changement de métier, de passer à des nouveaux métiers, le problème, c'est que toutes les classes sociales, toutes les personnes ne sont pas capables d'adopter les IA, les technologies et de s'y mettre, quoi. Moi, je suis un entrepreneur, toi aussi, peut-être un peu d'ailleurs, on va en parler, mais moi, je suis un entrepreneur que dans un seul univers. Moi, j'ai jamais rien fait d'autre que du digital. Donc, en fait, je suis très différent et je suis très en avance, entre guillemets, par rapport à mes homologues. Alors, moi, pour la petite histoire, j'ai 50 balais, hein, j'ai 50 ans. Donc, je suis vraiment un enfant du web. J'ai fait toute la version du web. Mais moi, j'ai toujours entrepris et créé des projets ou des boîtes dans du digital. Tu prends un même gars que moi, qui peut être un cadre, qui peut être un, comme tu dis, un col blanc, etc., qui faisait du marketing de yaourt dans la grande distribution. Il sait pas, il ne connaît pas les technologies digitales et lui non plus, il n'est pas armé pour passer à l'IA nécessairement. Donc là c'est chaud. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient voilà, qui Tout à étaient fait. tous les métiers, ouvriers, pas ouvriers, etc. Nanana, et ben eux, comment tu les embarques et comment tu les fais monter sur de l'IA, c'est pas évident. Alors, ouais, moi, je vois bien. Ok, on dit, les défenseurs disent, il y a des métiers qui se créent avec ça. Je veux bien. Il y a effectivement quelques métiers qui sont nés avec ça, mais par contre, et c'est là où j'ai compris. Quand j'ai vu au début les sommes astronomiques que des boîtes étaient prêtes à payer pour des Ouais, prompts ouais, engineers entre guillemets, ouais. je me suis dit, mais pour écrire des prompts et tout. Et maintenant, je comprends. Ces prompts-là, sur toutes les plateformes permettent de remplacer quasiment la boîte Bien sûr, entière. bien sûr. Donc en fait,
ils sont prêts à payer une blinde ce mec-là parce qu'en fait la masse salariale elle diminue de 90% derrière grâce à ce mec. Si t'as vraiment un prompt engineer, hein, pas le mec C'est qui a vrai. copié 3 prompts sur Et Laurent, LinkedIn on en parlait, c'est-à-dire que pour toi et ChatGPT moi, pour on écrire baigne un dans blog les post. Hein. métiers qu'on va appeler les métiers de lettres, les métiers intellectuels, marketing, communication, le droit, tu vois, pareil, les métiers de chiffres, expert comptable, etc. Ben laisse tomber. Tu donnes un bilan à une IA à lui dire, vas-y, sors-moi les points saillants du bilan comptable, etc. Mais laisse tomber, hein. Eh oh, t'as plus besoin de comptable. Hein. Et donc c'est tous ces métiers de lettres et de chiffres, ils sont vraiment beaucoup bousculés. Il y en a qui vont être un peu plus, tu vois, retardés. Ces métiers-là, c'est la cata. Récemment, je discutais avec des traducteurs, tu vois, des gens qui font de la traduction dans les grands événements, les ambassades, bidule et tout ça. Mais laisse tomber. Les mecs, ils étaient là en train de dire oui, oui, non, quand même, on a encore notre place et tout ça. Moi, j'étais là. Bon, vous êtes sûr Moi, je crois pas. Hein. Je crois que là, entre guillemets, c'est le Titanic. Hein. La traduction, laisse tomber. L'IA, elle te fait en 120 langues, etc. Et même les interprétations, tu vois. Les personnes continuent à me dire oui, mais quand même, les interprétations, la finalité, ouais, franchement, vu à laquelle elle évolue et elle devient compétente, les IA, je suis pas sûr que vous allez rester très longtemps protégé, quoi, tu vois. C'est Ouais. Donc pour faire un parallèle, moi, je suis autant fasciné chaque jour par ça, mais autant j'ai très peur de ce que nous réserve l'avenir parce que selon les grands analystes et les grands fiscalistes, si on se renseigne un peu, faut tout on va réinventer. Il y a tout peut-être vers un monde réinventé. sans travail, ce qu'on n'a jamais connu. C'est-à-dire que aujourd'hui, on était dans un cycle où voilà, les jeunes payent pour les vieux, etc. Là, on sait par exemple que c'est le début. Il y a beaucoup plus de vieux. Il y a très peu de naissances actuellement. On sait très bien Même pas que la si on peine. a moins de 50 ans aujourd'hui, la retraite ne compte pas sur l'État pour te la donner. Mais plus tard, ça sera encore pire parce que, bah voilà, on peut Complètement. imaginer que Ouais. peut-être on va La remodeler société, le rapport au travail, le complètement la revenu façon dont universel, il on y a fait le plein monde. de sujets. On sera Ça pas devient des dans un sujets, monde. Laurent, ça devient des sujets philosophiques, anthropologiques. C'est plus des sujets de ouais, le travail, pas le travail. Non, non, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est des choses qui vont être de l'ordre de l'existence même de l'humain, de son rapport à la vie. Qu'est-ce que tu fais, comment. Enfin, ouais, je suis assez d'accord. Là-dessus, je partage ton point de vue. C'est des bouleversements. C'est pas genre ouais non mais on va s'adapter, ça va détruire des métiers, on va en créer d'autres. Non non non, c'est pas ça. Hein. Moi je parle d'ailleurs je suis en train de réfléchir à ça, à écrire Ouais, peut-être un petit exactement. essai, tu vois, un petit article de fond là-dessus. Moi je dis que potentiellement il va y avoir une guerre civile numérique, tu vois. Il va y avoir une guerre civile numérique en fait. C'est que c'est pas une guerre civile genre avec les balles et on se tire dessus. C'est que ça va être une guerre civile numérique parce que tu vas être vraiment entre les populations ça va être c'est potentiellement porteur d'une catastrophe, tu vois, sociale. C'est très compliqué. Les sujets, Bon, je voulais pas casser l'ambiance sur ton podcast, mais mais effectivement, je pense que les gens le sentent bien. D'ailleurs, si tu regardes 25 000 milliardaires ont construit des bunkers en Nouvelle-Zélande sur les 2 dernières années. Il y a Sam Altman, il a un hélico prêt, toujours en surchauffe, prêt à décoller avec un jet. Voilà, tout le monde a créé son bunker. Si tu veux, en fait, on sent qu'il y a effectivement la fin parce que si tu n'as pas de travail, si tu as toujours tes prêts. Moi, je prends quelqu'un qui n'a pas acheté son toit et qui va toujours en bas faire ses courses à Carrefour Market, qui va toujours à Total mettre son essence et toujours le tuyau EDF qui lui amène sa petite électricité. Effectivement, je pense qu'il y a un problème à un moment donné où si les gens n'ont pas d'argent, on le voit, les gens pillent parce que voilà, le système ne marche plus et mine de rien, bah, tu dois continuer à te loger, à te nourrir, à faire en sorte que tu voilà. Et donc, je pense qu'il y a un côté où, on va voir repenser un modèle, un nouveau modèle. Peut-être ça sera sûrement d'ailleurs un modèle qui sera plus dans la surconsommation, on n'aura plus l'iPhone 18, 19, 20, 21, ça c'est sûr. Mais c'est pas plus mal. Donc en fait, ça me réjouit d'une certaine manière parce que je sais qu'on va revenir à un mode de vie plus ancien qui va nous remettre un peu les pieds sur terre, qu'on a tous voulu au fond de nous au final. Et je pense on touche du doigt une question qu'on s'est jamais posée jusque-là. On est toujours parti du principe que la technologie est bonne. C'est-à-dire que la technologie, c'est la croissance, c'est le business, c'est l'innovation, etc. Mais la technologie a des impacts. Elle a des impacts. Et cette technologie-là, ça peut être un coup de grâce. C'est-à-dire que il faut toujours se pencher on va où sur, avec voilà, ça? on Ouais, fait la ouais, c'est ça. 5G, la 6G.
quel est Je l'impact de discutais cette avec, tu sais, 6G? il y a des entreprises qui Ouais, commencent à se poser des questions sur de ce qu'on etc. Et appelle de là, la on a créé décroissance, pour de la la première frugalité. Tu sais, des entreprises à mission, etc. En se disant, mais ok, est-ce que le chemin, c'est tout le temps, comme tu dis, toujours plus de croissance, ça, pour arriver où, quoi, comment, enfin. D'ailleurs, pour l'IA, donc quand cette lettre Des signée par chercheurs, plus ouais, de tout à fait. 300 Ouais. signataires de l'IA, des PDG qui ont fondé, qui ont demandé aux États de réguler, On sait l'Europe a dit exactement, si on Laurent, on arrête sait la Chine, on absolument se fait pas bouffer quoi. qu'est-ce qui se passe Donc en et fait, où tu en vois, est c'est-à-dire que l'état de l'art. Il y a sûrement des espions industriels qui savent, etc. Mais nous, on sait pas. Moi, pour la petite histoire, j'ai passé un petit moment en Chine et mon associé encore plus. Franchement, nous, sur place, en étant sur place, on a vraiment pris une claque de chez claque. Hein. C'est-à-dire que les Chinois, ils sont déjà tous entrepreneurs dans l'âme. Ils ont tous un business, un truc et tout ça. Et en fait, ils ont des avancées, mais on n'imagine même pas quoi. Donc c'est vrai que pour quelle raison ils s'arrêteraient d'eux quoi. Tu vois, de faire des recherches ou de poursuivre la fameuse IA générale, on n'en sait rien du tout quoi. Je suis complètement d'accord. Ouais, c'est chaud. Il y a pas d'ailleurs, il y a une autre puissance qui potentiellement est à surveiller sur ce sujet, c'est l'Inde. Tu vois, au niveau de la puissance, t'as vraiment Amérique, enfin États-Unis, Chine, potentiellement Inde. La Russie, bon, ils ont pu, je dirais pas nécessairement les moyens, quoi qu'ils sont très très bons, excellents en cyber, en sécurité, etc. Mais je suis pas sûr. Mais par contre, la Chine, c'est un trou noir. En fait, c'est une boîte noire. On sait absolument pas quel est l'état d'avancement des recherches, de la R&D, de qu'est-ce qu'ils font en IA, quoi. Et en plus, regarde Laurent, ils sont hyper avancés. T'as vu ils ont cartographié les caméras, la etc. Ils deuxième ont étape de ça, des choses que nous, on ne se permet pas en Occident. Le suivi sur les réseaux sociaux de tout ce qui est dit, etc. C'est des vrais sujets. Hein. la deuxième étape pour moi, pour ça, et c'est là où il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais moi, mon métier manuel, et ça, mais pas, la deuxième étape où les gens vont comprendre, c'est quand la robotique va rejoindre, bon, elle y est déjà, hein, la robotique va rejoindre, justement ce qu'on a aujourd'hui derrière des écrans hyper C'est ça. sophistiqués, ce qui est déjà le cas, mais de manière très, comment dire, laboratoire, show, un peu, comment dire, comme un salon de l'auto où on montre Ouais, c'est vrai. les deux, trois robots qui font des sauts périlleux, etc. Mais le jour Le où c'est triptyque de l'enfer, Laurent. industrialisé et Le triptyque de démocratisé, l'enfer, c'est la IA robotique plus couplée à ce qu'on quantique, connaît en termes puissance d'IA, quantique des ordinateurs, tu vois, plus robotique. Alors là, t'as le triptyque de l'enfer. Tu vois ce que je veux dire? Imagine, t'as une puissance, t'as une puissance de calcul qui est de l'ordre du quantique, et là on de la revient au robotique, voilà, de la Terminator. robotique et l'IA. Bah, les trois ensemble, bah, laisse tomber. Effectivement, tu te dis, bon, ok. Bon, en fait, on est incapable de se projeter d'ailleurs. C'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire. Moi, je considère que en fait, la Le plupart d'entre Terminator. nous, on n'est pas nécessairement ce qu'on appelle créatif, avec l'esprit ouvert, prêt à imaginer tous les scénarios possibles. Et en fait, je pense qu'on n'a même pas la capacité de projection, tu vois, parce que on peut faire des dystopies, se dire ouais bon effectivement d'ailleurs ça fait un peu froid dans le dos, tu sais, une espèce de petit frisson dans la nuque quand tu te dis il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a déjà des dystopies, des films, des Terminator, etc. qui ont déjà un cerveau humain a déjà imaginé des choses, mais là tu te dis c'est c'est un scénario plausible. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, quand tu vois, il y a là, ils arrivent à analyser vraiment le langage des animaux, ce que disent C'est vraiment les Minority animaux entre eux. Ils Report. arrivent à Tu connais le détecter film, des Laurent? meurtres avant Minority qu'ils soient Report commis. avec Ouais, ouais. Et puis à l'inverse, il y a des choses, je le suis fameux persuadé que blanc et c'est ça noir, qui va le trouver le Black remède Hat, contre le ouais, cancer. ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça. Donc à surveiller de près parce que l'impact, je pense, qu'il nous dépasse et là Ouais, potentiellement c'est clairement. un nouveau monde où qui peut être Bah un là, peu si tu dur te pour remets certaines pas en personnes qui sont question habituées dans leur et confort. tu t'ouvres pas les chakras pour aller regarder, observer. Moi, je me dis que dans cette attitude, dans de la position et la bonne attitude consiste pas à se mettre des œillères et se cacher les oreilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est le pire. C'est en te disant non, non, mais en fait, tu faut pas laisser les autres faire, tu vois, à s'approprier le sujet. Je pense que tu vois, c'est obligatoire de regarder ça, de s'en occuper ça parce que c'est profondément ancré et ça va pas partir en arrière. Enfin, tu vois, moi typiquement avec mes enfants, bon, je fais pas style, non, non, vas-y, c'est Heidi dans la prairie, t'as qu'à jouer au ballon. Non, non, tu joues au ballon, mais tu vois, tu te mets à l'IA. Moi, mes adolescents, tout ça, ils sont sur les IA, ils en testent plein, etc. Pas question de les laisser sur, tu vois, de les laisser pour compte, quoi.
Moi, à l'époque, c'est mon fils de 8 ans qui me fait découvrir Midjourney, par exemple. Alors que moi, je suis toujours celui qui arrive et qui balance l'outil que personne ne connaît. Il me dit, papa, il faut, bah, C'est-à-dire c'est un petit moment déjà, mais Midjourney il qui est est arrivé, il m'a dit, d'ailleurs, me Laurent, montre ça. Je fais, Midjourney mais, qui est d'ailleurs enfin, assez j'étais sur le cul, je fais, ouais, complexe au niveau des ok, prompts d'accord. pour obtenir, tu vois ce que je veux dire? C'est à la fois puissant et incroyable les visuels que tu vois faire par les autres, mais moi j'en fais notamment du Midjourney. Franchement, c'est une des IA que je trouve la plus difficile à prompter, tu vois, pour obtenir ce que tu veux, créatif et tout ça. C'est quand même un niveau de prompt qui est complexe, tu vois, qui est assez difficile. Alors, Laurent, il va falloir qu'on organise un live et un autre épisode spécial IA parce que là, on a complètement, on est parti en bobsleigh là. On a dérapé. Donc, on en était quand même, si on en était, ce qui était important, c'est que tu avais ton parcours à Montpellier chez Exaprint. Donc, ce qui est important dans ton parcours entrepreneurial, et on reparlera de l'IA quand tu vas nous parler de ton actuelle activité. C'est toi après Exaprint, tu vas y rester combien de temps et à quel moment tu vas devenir entrepreneur dans le sens à monter ta propre boîte? C'est après Exaprint ou c'est un peu plus loin? 8 ans, waouh! Tu vois, j'avais pas tilté, j'avais pas vu ça Ouais, c'est après sur Xapril, ton donc profil. j'y reste 8 ans, je crois. Ouais, Ouais, en plus 8 ans c'est ma plus avec grosse le expérience champ parce des que en possibles fait qu'on là t'avait vraiment permis je d'avoir en m'éclate comme je te autonomie, disais etc. Ça a été génial, ça. jusqu'au Waouh, moment. ok. Ouais, ouais. Et puis en fait je quitte un peu pour les mêmes raisons à un moment où il y a un gros rachat, le rachat par un grand groupe américain, le groupe de Vistaprint, s'appelle Cimpress, qui Il rachète est parti au un soleil, peu le tous les fondateur numéros 1 dans de chaque pays. Donc en Vistaprint, là, France c'est avec ça. Exaprint qui rachète. Il s'est mis bien là, non? Ouais, il était déjà bien au soleil. C'est un groupe qui pèse plusieurs milliards, etc. D'ailleurs, quand ils arrivaient, j'avais jamais vu ça. Je me souviens d'une scène où les premières fois où ils débarquent, t'as deux berlines noires de malades qui débarquent avec. Ah, Il pleuvait c'est ce le chauffeur jour-là, de et puis maître, voilà, quoi. il y a un mec qui sort, il tient le parapluie, et puis il avance avec. Je dis moi, mais c'est c'est Obama. J'avais l'impression que c'est Obama qui débarquait. Mais bref, T'avais voilà. peut-être fait Ça, un peu le là, en tour. fait, je me rends compte Est-ce que que voilà, ça avance t'étais plus. Moi, monté je sais, il faut que ça avance, etc. Et là, comment en dire, à fait, des c'est fonctions nous. Je fais des d'encadrement, de gestion d'équipe, tout ça? Hmm. Ouais, j'étais à la direction stratégique, la direction de la com, voilà, etc. Donc j'ai fait ouais des beaux petits postes, mais moi voilà, je me suis retrouvé qu'un peu comme dans les films à faire des réunions où il y a 17 télés, tu sais, Rome, machin, London, et en fait on a fait, tu passes des réunions, puis tu dis mais en fait on a fait quoi? On a brassé du zef. Et moi, je peux pas faire ça, prendre mon salaire. Enfin, je suis jeune encore, je vais faner quoi. Alors il y en a plein qui disent voilà, tu quittes un job CDI bien payé. En plus c'est super, on te demande rien. Je veux dire, mais non, c'est à un moment donné il faut il faut que ça m'excite et il faut que je trouve un intérêt là-dedans parce que c'est ça qui fait que je suis bon parce que sinon voilà, je perds vite pied. Et je crois qu'on a encore perdu Patrick. Donc je vais continuer un petit peu. Donc Exaprint, effectivement, je rencontre pas mal de talents là-bas, et donc on fait un espèce de spin-off à ce moment-là pour créer Acceptio, donc la petite start-up devenue grande aujourd'hui dans le monde de la legal tech, donc un SaaS dans la legal tech. Aujourd'hui, peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà vu passer sur les sites web. C'est un petit bandeau cookie qui vient réguler les sites internet avec les nouvelles législations sur les données personnelles et notamment sur les cookies. Donc c'est un petit bouton j'accepte, je refuse ou je personnalise sur les cookies d'un site web. Donc c'est là qu'a démarré cette aventure dans le SaaS. On attend Patrick revienne parce que sinon il va me demander de répéter tout à l'heure. Il devrait pas tarder. Je lui laisser le temps de relancer. Voilà. Ça y Comme est. on parlait de jouer de la flûte, et ben tu vois, l'ordinateur, il a repéré, il aime pas qu'on fasse de la flûte, alors il m'a chanté. Toi, t'as pu continuer à parler, que ça s'est passé Ouais, j'ai comment? continué pour tes auditeurs. Je sais pas si du coup ils entendent toujours ou pas, mais j'ai continué. Donc ce que je disais, J'écoute. c'est que 8 ans chez Xaprint, là je commence un peu à faner, mais dans cette boîte je rencontre pas mal de talents à qui je m'entends bien, et c'est finalement avec 4 personnes d'Exaprint que on D'accord. monte Acceptio. Donc c'est un espèce D'accord. de spin-off. Acceptio, voilà, ça se début dans la legal tech et dans le monde du SaaS avec voilà. Un produit qui est né dans un incubateur montpelliérain. Ouais, le BIC, le Business Innovation Center, non, c'est ça, de Cap Omega? Exactement. Et Ouais, d'ailleurs, que à je connais côté de bien nous, parce que je suis passé là-bas aussi avec ma startup.
Et d'ailleurs, à côté de nous, dans la salle à côté, parce que c'est des salles une pièce, Oui, il y avait Swile, deux personnes de Swile qui démarraient, tu sais, d'accord. Waouh. des types Ouais, qui ouais, tout à restaient, fait. qui sont aujourd'hui 2000 salariés, si Ouais, tu veux. c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Puis le Business Innovation Center, ça a fait naître des belles boîtes quand même. Hein. Des belles boîtes, ouais, tout à fait. Mm. C'est un Donc, écosystème. D'ailleurs, on peut donner un petit coup de projecteur. C'est un écosystème de la tech, des startups, etc., qui est très fort. Hein. Le Business Innovation Center Cap Omega existe depuis des années, 15 ans, 15 ans, 20 ans. Enfin, c'est franchement. Et ça, comme tu dis, ça a incubé, ça a accompagné des centaines et des centaines de sociétés, dont Acceptio. Et d'ailleurs, Wild, nous, on est passé là-bas et puis après, on a continué notre chemin parce que nous, on venait de Paris, donc on n'est pas resté sur nécessairement sur Montpellier. Mais oui, oui, on a connu ça. Et ce qu'on peut dire sur Acceptio pour ceux qui connaissent pas, tu vas nous raconter ça, mais on est sur le sujet bien particulier du phénomène des cookies, de la CNIL, du RGPD en fait, hein, le règlement général pour la protection des données personnelles. Donc c'est tout à vraiment à ce fait, moment-là, hein, cette opportunité-là, elle apparaît à vous parce qu'on est en plein dans la mise en place sur tout le marché, la nécessité de gérer les fameux cookies sur les sites web. Hein, c'est ça. Hein. ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à la base, on est incubé pour un tout autre projet autour de la gamification. On voulait gamifier un peu les sites web. Et c'est D'accord. en sortant de l'incubateur qu'on tombe sur une conférence d'un avocat qui vient un peu dire que le RGPD va arriver. Personne ne savait c'était quoi. Et Ouais, donc ouais, là, ouais. avec les associés, on a décidé de monter un side project qui était censé rester un side project, si tu veux, qui est devenu le main project petit à petit. Et si tu veux, on est venu se dire, on va faire du consent as a service, du consentement as a service, parce qu'en fait là, le consentement, c'est pas juste un petit bandeau qu'on sait. Oui. Il faut que ça régule vraiment le lancement ou Mm, pas mm. des scripts derrière, donc les 10 cookies analytics, C'est publicitaires, ça, la sociaux, pub, etc. les cookies de tracking et tout Et ça. Ouais. donc on s'est dit voilà, il y a plein de boîtes quand tu vends des fringues ou quand tu vends des machines à café, t'es pas câblé pour développer ce truc-là. En plus, ça détourne encore ton business et tout. Et on s'est dit ça laisse la place à un petit microservice comme pour les chats, comme Mm, les mm. machins, de lancer un petit SaaS pour ça. Je peux te dire que on s'est pris des tollés au début Ouais. Je vous ai quand on suivi, a hein. fait Moi, j'ai vu, oh à distance évidemment, mais j'ai suivi un peu cette montée en puissance. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que tu vas vraiment nous raconter le côté à la cave, hein. C'est-à-dire, vous avez démarré très petit et puis en fait, au fur et à mesure, vous avez réussi à pivoter, à bifurquer et ça a pris vraiment une ampleur au niveau des ventes, au niveau de l'acceptation par l'ensemble du marché des entreprises. Moi, j'ai vu un peu progresser ça. C'est une belle aventure, hein. ben, en fait, Et qui continue au d'ailleurs, début, Laurent. Hein. on appelle les clients en disant voilà, bon déjà tu les appelles pour faire un truc qui est c'est pas un truc qui va leur faire gagner du business, voire même qui va leur en faire un peu perdre, si tu veux. Donc, si tu appelles pour dire il y a une nouvelle loi qui est passée, RGP, RG quoi En fait, c'était même pas. Donc, si tu veux, on était un peu un peu trop en avance. Donc, les gens ils disaient ouais non laisse tomber. Moi j'ai un bandeau cookie, je le paye pas. Et comme les gens n'avaient jamais payé pour ça, si tu veux, Mm. en fait, on faisait zéro vente quoi. Si tu Ouais, veux, pas évident. pendant un petit moment. Et après, petit à petit, on a commencé à vendre à quelques petits acteurs. Mais on n'avait pas les gros. Il y a un truc qui a vraiment été. Déclencheur. Il y a plusieurs choses qui ont contribué au succès. Pour ma part, hein, les autres associés peut-être te raconteront. Mais c'est ça. Pour ma part, c'est la première, c'est que on n'a jamais lâché sur le côté. C'est pas en marque blanche. C'est un tiers de confiance comme un Ouais, Trustpilot. ouais, ouais. Donc sur chaque site qu'on met, il y a notre nom. Il y a le nom, il y a le branding. Ouais, ouais, tout à fait. Consentement certifié, comme un avis certifié. Mm. Donc au début, les gens te disent, ouais, Je mais veux pas ça vaut votre quoi? nom, quoi. Je veux pas vous Comme sur c'est mon. sur deux, comme t'es sur deux sites, en quoi ça rassure le truc que c'était certifié par. C'est vrai qu'en fait le côté tiers de confiance, il démarre une fois que t'es Trustpilot. Tu vois ce que je veux dire? Mais au début, il faut le tenir quand même C'est ça, vrai. parce que tous les sites te disent comment on enlève votre marque là. Tu sais, tu sais, donc on n'a pas lâché. Donc ça, c'est la première des choses. Et du coup, bah chaque lien sur le logo Acceptio de machin, c'est comme si à chaque client on ajoutait une bannière Ouais, pub ouais. sur un site, en lien d'Ufollow en plus, pour ceux qui connaissent un peu les termes. Donc en fait, si tu veux, la stratégie pendant longtemps, zéro achat paid média Ouais, quoi. ouais. C'est-à-dire Bah la ouais. stratégie. À chaque fois qu'il y avait le petit pop-up, il y avait Acceptio, quoi. Et il y a Ouais, et toujours. sauf que Et il y a toujours. quand tu rentres un site, par exemple le PMU qui fait 70 millions de visites par mois, tu rentres un client qui t'apporte une visibilité de 70 millions de visites par mois en plus quoi. Et t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là.
Et la deuxième des choses, qui pour moi a vraiment modifié la chose, et c'est vraiment marrant parce que euh, on a eu des gros qui nous ont appelés parce que certains gros savaient, ils voulaient se mettre en conformité, c'est normal, ils ont plus de pression Bien avec sûr. ces nouvelles lois. Et donc, je me souviens d'appels de Renault, de machin, de trucs. Et ils se disent, voilà, vous bossez avec qui? Et puis là, nous, à l'époque là, on a juste hôtel, machin, les Myrtes à Montpellier, machin. Et donc là, ça raccrochait. Bon, bah merci, au revoir, tu vois. Ouais, pareil. Et là, j'ai connu ce que c'était le pouvoir des logos sur ta homepage. C'est-à-dire que là, on signe pour Jacques Addy, qui était le premier grand compte qui nous fait confiance. Et là, ceux d'après, vous bossez avec qui? Et là, tu vois, on fait semblant de réfléchir. Bah, je sais pas, par exemple, Jacques a dit. Ouais, et là, alors que c'était le seul, tu vois. Du coup, là, on met le deuxième, le troisième, le quatrième, et à partir Ouais, de là, c'était parti. voilà. Après, il y a eu l'actualité qui a fait que quand le RGPD est passé sur TF1 et que, ou dans toute la presse, et que ça a vraiment mis la pression sur vous devez faire Ouais, ça, sinon vous avez des sanctions. ouais, Enfin, mais il y a eu ouais, plusieurs éléments, ouais. mais ça, c'était rigolo. Et j'ai connu aussi, là, tu vas rigoler. Tu sais, souvent dans le business, tu travailles pas avec quelqu'un parce que vous êtes trop cher. Est-ce que tu as déjà eu tu es pas assez Je cher? l'ai eu, je l'ai eu et je l'ai encore, Laurent. Je l'ai encore j'ai des différents logiciels en SaaS et je l'ai encore des grands comptes qui te disent non mais en fait c'est pas sérieux votre truc, vous êtes pas assez cher. Ça arrive. Il n'y a pas 5 0. Alors, dis-toi, regarde, nous, on vend un bandeau, on le vend le même prix, normalement, à la base, 10 balles, 15 balles, à l'hôtel qu'à Carrefour. Eh ben, s'il n'y a pas 5 0 derrière, mais comment tu Ils peuvent justifies pas. le mettre C'est c'est support, ça, c'est limite ils te attends, disent non mais la direction support des achats, prioritaire. enfin les budgets ils valident pas quoi. C'est on est en dessous le truc et tout. Limite ça leur allume des voyants rouges en fait en mode ouais mais si vous mourrez vous êtes trop petit, comment vous allez pouvoir nous garantir plusieurs années d'existence. Ouais, c'est exact. J'ai vécu ça. Et là, tu essayes de trouver des lignes support premium, support prioritaire. Euh, tu sais, des fois, tu te dis, bon, bah, Bon bah 15 000. prenez 2 ans de contrat au moins, voilà, obligation avec un setup. Il y a un setup d'installation. En fait, il y en a pas, mais ok, il y a un setup d'installation. Ouais, je- Ah, mais première fois de ma vie où j'étais confronté à pas assez cher. Il y a des gens, ils te parlent pas si t'as pas Ouais, cinq c'est chiffres, la pub quoi. Twingo à la télé, tu sais, pas assez cher, pas assez cher. Ouais, donc Yes. voilà. Et alors, vous êtes cinq cofondateurs, et vous êtes tous les cinq de chez Exaprint. C'est là où vous êtes tous connus. Il y en a quatre d'anciens d'Exaprint et aussi un D'accord. avocat Ah de ouais. Montpellier qu'on a associé au projet à l'époque pour Bien sûr, donner le un petit peu côté juridique. la voie légale et je vais crédibiliser et puis voilà pouvoir aussi nous séréniser nous dans le produit pour être sûr qu'on fait les choses bien parce qu'on touche quand même à des régulations européennes, quoi. D'accord. Et là, toi, c'est ta première expérience entrepreneuriale dans le sens d'entreprise, montée d'entreprise, des statuts, les parts, le pacte d'actionnaires, tout ça. C'est à ce moment-là, tu vas faire ça? Ouais, à ce niveau-là, ouais, j'ai eu beaucoup tu vois, souvent quand t'as des gens qui réussissent, ils te disent pas le nombre de trucs qu'ils ont mis à la poubelle derrière avant. Et moi, j'en ai mis pas mal à la poubelle, mais j'ai jamais regretté d'avoir. En fait, quand tu dis c'est ta première boîte, oui et non. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas ma première, mais en fait, dans les faits, c'était vraiment la première parce que c'est là où il y a vraiment une Bien boîte sûr, qui se bien crée, sûr. avec des salariés, des trucs. Et les autres, si tu veux, c'était des projets qui sont morts un peu dans l'œuf, pas parce qu'ils étaient pas bons, soit mauvais timing, mauvais choix d'associés, trop lent, je me suis fait dépasser entre-temps par voilà, donc si tu veux, c'est plein de projets que je regrette pas d'avoir fait parce que ils sont nécessaires et pour vraiment rester debout, faut être tombé Ouais, plusieurs fois, ouais. quoi, tu sais. Alors il y a des entrepreneurs qui réussissent Tout de le suite, jackpot ouais, ouais. du premier coup, hein, ça existe, mais souvent c'est quand même plus courant ceux qui ont fait des faits, etc. Donc c'était un peu mon cas. Et là, tout était réuni pour que ça fonctionne, c'est-à-dire une équipe pluridisciplinaire, expérimentée, sérieuse. Deux, un time to market, c'est-à-dire que des fois, moi j'avais eu des idées de produits, mais trop en avance, quoi. C'est-à-dire que quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Du coup, j'étais perdu encore, mais c'est pas grave. Donc je continue. Donc là, tout était réuni pour que ça fonctionne, l'équipe, le projet, le time to market. Et puis il y avait un peu de trésorerie aussi.
dues à la prestation de service réalisée à côté qui ont fait que on a pu tenir les mois nécessaires pour que ça monte et qu'on puisse finalement rendre cette société rentable. Parce qu'il y a aussi cette question-là, la question de tenir assez longtemps quand on vend des choses qui ne sont pas chères, quand on vend pas des piscines à 20 000 euros ou etc., ou des choses qui peuvent très rapidement apporter des gros revenus à l'entreprise. Là, c'est un SaaS avec un freemium et avec dans les abonnements payants des abonnements qui sont pas chers. Hein, ça démarrait à 15 euros à l'époque, voire même à 10. Et donc, il faut en vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir payer l'ensemble des charges de la société, salaire, électricité, loyer, etc. Donc, cette capacité à tenir suffisamment de temps avec une trésorerie, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de boîtes ne pensent pas suffisamment, c'est-à-dire qu'elles ont le bon produit, elles ont l'idée en or, mais parfois ben, le projet meurt, même s'il y a des subventions ou des petits prêts qui sont venus alimenter ici et là. Parfois, ça ne suffit pas et c'est un savant calcul de pouvoir se dire, OK, là, j'ai besoin pour mon produit de tant de développeurs pendant X mois. Et donc là, ben, ça va faire X loyer, X machin, X truc. Et donc, à la fin, de combien d'argent j'ai besoin cumulé pour pouvoir tenir jusqu'à cet objectif que je me fixe. Voilà. Et on va récupérer, Patrick, normalement, si j'ai bien compté. Quelqu'un qui t'en veut, ou alors c'est moi, on nous a jeté un sort, Laurent, c'est la catastrophe. Je sais pas du tout comment je vais retrouver les pistes là. Tu sais, il y a Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. De temps en temps, il dit allez hop, je vais me faire un café, je te laisse tout seul au micro. Il fait ça dans certains épisodes. Bah là, c'est la cata. Ça fait au Ben moins là, 5 là, ou quand 6 tu me fois. laisses, maintenant, j'ai pris l'habitude et ça me fait une petite thérapie. Voilà. Je sais pas Écoute, du tout d'ailleurs si on. t'es invité sur le podcast Je ne perds jamais, Laurent. T'es voilà, t'as ton micro. Écoute, c'est bien. Tu fais l'animateur. Ouais. Donc ce que je disais, c'est C'est que vraiment. voilà, je parlais pendant ton absence de une erreur aussi que peuvent faire beaucoup de boîtes malgré le fait qu'elles aient la super idée, qu'elles aient l'équipe et tout, c'est de mal calculer le temps, la trésorerie nécessaire pour aller pour tenir jusqu'au moment où ça marchera. Parce que C'est oui, des ça, fois c'est ce tu que vas changer. j'allais te demander ça, Laurent. J'allais te demander si comment vous avez grossi et grandi au début, parce que tu peux pas nécessairement payer votre gamme de tarifs. Elle est pas très élevée. C'est pas du high ticket. Donc en fait, t'as pas de revenus quoi. C'est-à-dire que t'es en train de Tout à faire un fait. petit peu du conseil à côté, etc. J'imagine, c'est ça que vous avez dû vivre un C'est petit ça, peu c'est de quoi. la prestation de service à côté. Donc on est passé pas loin du coup près, hein. Je Ouais. crois que c'était au mois près à l'époque, hein. Ouais. C'est-à-dire que il y a un mois où soit c'était fini, soit quand tu regardes aujourd'hui, tu fais oh waouh, c'est vraiment c'est au creux de la vague. Je crois que voilà à la fin du mois là, ça devenait vraiment chaud quoi. T'es là? Je suis là, mais j'ai en plus si le débit s'y met en plus, ça va être la cata. Ouais, c'est vraiment. Moi, je t'entends toujours et Ok. ça enregistre, mais je vois que je suis écran noir là. Écoute, bon, je mettrai une photo à la place. Je mettrai mon portrait photo. Euh, vraiment, c'est vraiment. J'ai vraiment. Là, je sais pas. Mais ça, on a abordé trop de sujets sensibles là, je pense. Ouais. Et bah, j'ai ma caméra qui se rallume pas, mais en tout cas le micro, je l'ai. Toi, Ok. tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très bien, ouais. Ouais, donc le micro ça va et puis bah, tout à coup j'ai plus de caméra. Bon, écoute, je mettrai, on va voir si ça revient. Puis en attendant, je mettrai, on a au moins la bande son, donc je mettrai une image fixe à la place. Voilà. Ok. Donc ouais, bah, c'est exactement le parcours d'entrepreneuriat qui nous intéresse sur Je ne perds jamais. C'est ce que tu dis, c'est-à-dire la résilience, cette capacité à affronter bah, mois le mois, la trésorerie, etc. Jusqu'à peut-être d'ailleurs trouver un plan de financement. C'est-à-dire que vous avez une recherche de levée de fonds à un moment donné. Ouais, tout à fait. Mais ça, c'est arrivé assez tardivement. Au début, ça a été surtout des prêts d'honneur et des subventions, etc. D'accord. Et donc là, le BIC justement a été vraiment d'une belle aide parce que voilà, ça permet de tenir. Et ensuite, on s'est un peu autofinancé dans la grande Ouais. partie. C'est-à-dire que on a pu générer des fonds grâce à des prestations de services externes qui nous ont permis de tenir le temps nécessaire. Et, voilà. Donc après,
on a eu la chance d'être repéré par Facebook et d'intégrer le Facebook Startup Garage. D'accord, ça, j'avais pas suivi ça. D'accord, ok, ouais, Voilà, donc ils sélectionnent, je sais pas s'ils le continuent toujours. Il me semble pas d'ailleurs. Ils ont fait 2 saisons où ils sélectionnaient 10 sociétés qui avaient des projets ambitieux autour de la donnée personnelle d'accord. et ils les incubaient 6 mois à Paris à Station F. Et donc on a eu la chance d'avoir ce petit tremplin là aussi. Et voilà. Et après c'est C'est cool, ouais, l'actualité ouais, ouais, qui a joué, hein, parce que le produit il a connu des belles évolutions, voilà, grâce ouais, aux gens technique, ouais, ouais. voilà, mais par contre, ça a été le time to market, l'apport de gros grands comptes, de gros sites avec des forts trafics. Et après, tout s'est fait de manière un peu organique aussi. Donc c'est super. C'est vraiment une belle aventure en tout cas. Comment vous étiez répartis les rôles avec les cinq cofondateurs? Chacun avait sa compétence, des gens sur la technique, d'autres au marketing, etc. Comment vous étiez Voilà, il y répartis un avait peu? Romain qui est toujours le CEO et qui avait la casquette CEO et DSI à l'époque, enfin D'accord. directeur Ah oui, technique. ouais, ouais. Il y avait sa compagne, Delphine Dorseuil, qui avait la casquette financière, DAF un peu. Il y avait Christophe Landa, enfin quand je dis il y avait, c'est toujours le cas, hein, je sais pas pourquoi je parle de au passé, mais Christophe Landa, avocat, et donc sur la partie directeur juridique, Guillaume Dieppe sur la partie commerciale, et moi-même sur la partie marketing. D'accord, ouais, ok. Donc c'était Donc une brochette une complémentaire. équipe complémentaire, ouais, c'est ça, voilà. C'est D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose bon, ça, je pense que tu l'as abordé maintes et maintes fois sur ta chaîne, oui. mais le- ne pas s'associer avec des gens qui sont comme toi, quoi. C'est ça, c'est les gens qui font la même chose, ça sert à rien, tu te fais pas challenger, etc. Vous avez au cours de cette association vous avez vécu des hauts, des bas, des clashs quand en général ça va mal. Et les relations entre associés, c'est pas toujours évident. Vous avez réussi, vous vous connaissiez entre guillemets bien d'avant. Comment s'est passé un petit peu les montagnes russes de l'association? Vous avez passé les Ouais, tempêtes on entre guillemets, il y en a était, toujours, hein, de toute façon. Hein. ouais, bien sûr, on était amis, donc on dit souvent, bon, c'est risqué de monter des business avec ses Ouais, amis, ça donc c'est pas mal. en fait, non, ça s'est globalement vraiment très bien passé. Mais il y a eu effectivement des fois où on a dû discuter, se remettre en cause. Typiquement, par exemple, sur la prise de décision. Ok, on part du principe que c'est démocratique, tout le monde donne son point de vue, mais à la fin, qui prend, quelle décision on prend et comment on tranche? Et donc, il y a des règles à mettre en place, c'est-à-dire, voilà, on n'est pas d'accord, mais à la fin, je prends la Ouais, décision. Donc, ouais, tout à désigner fait. quelqu'un qui tranche, et puis c'est pas grave, on continue. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas eu tout de suite sur au début. Donc, c'est des discussions qui viennent après coup. Ensuite, voilà, effectivement, il y a eu un moment donné où presque on allait mettre la clé sous la Ouais, porte, quoi. ouais, tout ce que tu disais, C'est-à-dire ouais. que c'est intéressant à raconter. C'est-à-dire que il y a un moment donné où soit c'était la fin, soit ça repartait. Mais on a eu la chance que la vague remonte, que la courbe remonte. Et c'est des moments un peu difficiles Bien sûr, à gérer quand tu vois qu'on était monté à 12 salariés et puis tout d'un coup, t'en vois plus que 9 dans la salle, c'est 8, ça. Ouais, 7. Et d'ailleurs, moi, c'est la première fois où tu dois prendre la casquette de celui qui demande à quelqu'un de partir, quoi. Tu vois, c'est pas ouais, marrant ouais, comme chose à faire, quoi. T'as pas envie de faire ça, quoi. Tu vois. ouais, c'est clair. Donc c'est des trucs un peu difficiles à faire, mais ça fait partie du monde de l'entreprise. Faut l'accepter. Et aujourd'hui, c'est une société qui emploie plusieurs dizaines de personnes. Donc euh, l'aspect gratifiant dans la contrepartie, c'est que tu nourris des gens, tu leur permets de créer des familles, d'avoir une vie, etc. Mm, mm. Et tu contribues un peu au fait que voilà, ils ont un épanouissement, etc. Donc la vie en entreprise, c'est vraiment une vie à part qui est comme dans une famille. Hein, tes collègues, c'est comme un peu une famille. C'est pas la même famille que tu as à la maison, mais ça a des mêmes problématiques un peu, j'ai envie de te dire qu'il faut savoir affronter. Et donc la communication est clé. Ouais, ouais, clairement. Voilà. Et C'est comme des disputes de couple. Hein. Combien de temps chez... 5 ans ou Ouais, 4 ans, d'accord. 4, Ok. 5 ans. Ouais. Donc il y a un moment donné où pareil, il y avait deux options. Soit le SaaS, on le laissait sans faire grossir l'équipe, c'est-à-dire qu'en fait, comme ce SaaS générait déjà assez d'argent pour nous rémunérer tous, et on choisissait de pas devenir le numéro un mondial et de péter la baraque à coup de levée de fonds, etc. Mais qu'on limite, une fois que ça tourne, c'est quand même un revenu Ouais, récurrent bien qui sûr, fait que même si tu travailles pas, tu as le revenu du mois dernier bien qui sûr, tombe, quoi. Je bien veux sûr. dire, quand tu as un SaaS comme ça. Donc, et puis, il y avait l'autre option qui consistait à vraiment se défoncer et du coup à partir sur un autre style de vie. Et c'est là aussi que moi,
j'ai un peu décroché aussi parce que voilà, moi c'est pas ce que je voulais. Je voulais pas passer ma vie dans les hôtels, Mmh mh. les taxis, etc. J'avais envie de voir mon fils grandir, d'aller à ses compétitions de sport, à ses spectacles d'école. Enfin, Faut que tu te mettes au sport j'aime aussi le toi, Laurent, business, toi? Tu mais fais du sport avec ton fils? non, mais si tu veux, j'ai jamais sacrifié ma vie personnelle quand même. Contrairement à certains entrepreneurs où j'ai beaucoup vu de gens dire ah bon bah la boîte a marché mais bon faut dire que j'ai Ouais, pas vu ouais, mes enfants ouais, ça grandir tout ça. c'est C'est des choses où j'ai jamais voulu de ça quoi. Parce qu'il y a une chose qui se ouais, reproduira tu peux jamais, pas c'est ça. rattraper. Ouais, Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ça c'est non, sûr. Fatigué, donc on était en train de parler, on va se diriger peut-être vers le reste du parcours qui est ce que tu fais en ce moment. Comme tu nous as dit, c'est que tu donc t'as passé quelques années donc sur Acceptio qui en fait continue de grandir, grossir. Toi, t'es juste en fait t'es plus resté opérationnel à l'intérieur. D'ailleurs, quand c'est comme ça, petit apprentissage pour nos auditeurs. En fait, comme tu es associé actionnaire, en fait, tu as tout simplement conservé tes parts et puis tu as laissé ta place opérationnelle à quelqu'un d'autre, en fait, hein, tout à c'est ça? fait. Alors c'est un peu des deux. C'est que j'ai fait de la place aussi dans le camembert aussi un petit peu pour que d'autres D'accord, puissent rentrer, injecter d'accord, l'argent qui a été injecté par des business angels et des fonds d'investissement pour pouvoir bah, propulser la boîte dans une autre stratosphère. Et donc oui, c'est un peu des deux. J'ai gardé un petit peu de part et je vends successivement bah, d'accord, ces parts au profit de personnes qui viennent un peu dynamiser d'accord, qui la rentre. société. Donc ce qu'on appelle un associé dormant, hein, Oui, oui, mmh. donc voilà, donc aujourd'hui j'ai retrouvé un poste dans une flotte Sans regret d'ailleurs, Laurent, c'est-à-dire que toi, tu te dis pas: «Ouais, pas du non, tout, j'aurais pas voulu du tout. rester». Non. Pas du tout, parce que à ce moment-là, l'objectif, il est de rendre le truc scalable, c'est-à-dire que le business marche en France, mais les lois sur les données personnelles sont adoptées bah, Mmh. déjà dans toute l'Union européenne, donc il y a d'autres Bien marchés à sûr, faire. Mais bien sûr, bien si sûr. tu veux, le produit n'innove plus assez vite à ce moment-là. Ouais, Pour moi, il faut juste aller le vendre ailleurs, et puis il faut gérer des grosses équipes on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure. C'est ouais, pas forcément mon fort parce que c'est pas j'aime le même bien métier. transmettre du savoir et j'aime bien être pédagogue et transmettre un peu ce que je sais. Par contre, s'il y a un truc que je ne suis pas, c'est patient et c'est une qualité nécessaire à tout bon manager. Donc en fait, j'arrive dans un modèle comme chez Exaprime qui me plaît moins et puis j'ai envie d'un nouveau challenge parce que je suis un homme de terrain et comme on l'a dit aussi en off et du coup ça peut être intéressant, tu m'as dit que je pense qu'il y a des gens qui sont capables d'amener d'une boîte de 0 à 100 000 euros de Mmh. CA, de 100 000 euros de CA à 1 million, de un C'est ça. million à 10 millions, de 10 millions à 100 millions. Et c'est pas les mêmes typologies C'est de pas les mêmes personnes. zones de génie, c'est pas les mêmes compétences. Il Voilà. y a beaucoup, quand tu grossis, tu en es le témoin, tu le sais. En fait, ça devient fondamentalement une gestion de la relation humaine, de RH. Donc, tu passes beaucoup de temps et même quasiment tout ton temps sur ça, sur le côté stratégique, mais moins finalement le côté beaucoup RH, gestion, Mais, organisation. Et tu deviens un gestionnaire. Tu mais si tu deviens. veux, quand t'es au début, tes petites startups, tu vas bouffer ensemble, etc., machin. Mais à la fin, tu t'organises différemment. Oui. Tu crées des niveaux, mine de rien, même si tu as envie d'être plat parce que tu as envie de faire un nouveau modèle un peu holocratique. C'est indispensable en fait, c'est que ça fonctionne pas. L'organisation en râteau, ça fonctionne pas. Arriver à une Ouais, certaine non, c'est taille, ça. On comptait, on regardait pas quand t'arrivais au boulot, quand tu repartais, on comptait pas les congés, on comptait pas si tu venais au boulot, t'es travaillé ou pas, on comptait pas si tu veux, il y avait pas d'objectif, pas de réunion, pas d'objectif, rien. Si tu veux, c'était un modèle, voilà, clairement. Mais au final, au bout d'un moment, il se fait dépasser ce modèle. Il te faut il te bien faut. quelqu'un qui régule cette armée de commerciaux et qui envoie de l'objectif. De toute façon, les fonds d'investissement qui rentrent, eux, ils sont pas aussi Ouais, niqués que toi. ouais, Bisounours. ouais, Donc, à un moment c'est donné, eux, ils se c'est disent pas, clair, non, non, tu vas pas comme ça dans le flou, mon pote. c'est clair. En plus, t'as tout à partir du moment, ça aussi, hein, pour ceux qui connaissent pas l'univers de l'entrepreneuriat avec du financement, de la levée de fonds, il faut bien comprendre que tu dois des comptes, tu dois des comptes à tes investisseurs, tu as du rapport à faire, des rapports trimestriels, semestriels, etc. Et donc oui, tu as ce qu'on appelle un plan de développement, un business plan et un business model, bien sûr, mais le business plan, il doit être tenu. C'est des Ouais, alors projections, bon, ils acceptent, la voilà. plupart d'ailleurs, des fois,
parfois ça, le business plan qui leur est vendu Bouge, ouais. marche pas. Dans tous les cas, l'argent très souvent il était perdu, donc ils acceptent de perdre un peu. Mais globalement, ce qu'il faut, si on veut un calcul tout simple, un mec qui injecte de l'argent à un fonds d'investissement, il veut faire x5 en 5 ans entre C'est guillemets. ça, c'est ça. Voilà. Donc s'il rentre, il te met 4 millions sur la table, Ça il nécessite tu sais qu'il revient obligatoirement, hein. dans 5 ans, quoi. Bah oui. Non, je suis d'accord. D'accord. Donc toi, à ce moment-là, tu vas partir pour un projet que tu as déjà trouvé, tu vas créer un nouveau projet, qu'est-ce que tu vas faire? À ce moment-là, je tente justement un nouveau SaaS qui s'appelait D'accord. Bobby dans le monde de la réunion. J'en avais marre justement des réunions D'accord. interminables, non préparées, non productives, et qui ne font pas avancer. Et puis on passe, quand tu regardes les stats, c'est C'est un affolant. fléau. C'est Et un en fléau, fait, hein. t'as pas l'impression de dépenser de l'argent, mais quand tu monopolises 10 personnes pendant 2 heures dans une salle de réunion et que tu regardes combien chacun est payé, La ça a un base coût les salariale. réunions. Ça a un coût les réunions, ça a un coût exorbitant, caché certes, mais ça a un coût. Ouais. Et ben, en fait, je me rendais compte, les gens arrivaient: «On parle de quoi aujourd'hui?» Tu pas Ouais, il y a pas d'ordre du jour, il y a pas pas de compte de. rendu ni rien. Donc là, moi, pour moi, les 80% des réunions, ils ils pouvaient être faits autrement, ou en tout cas, elles nécessitaient peut-être même pas de réunion, et cetera. Et donc, en fait, Mmh. j'avais créé un petit SaaS, dont D'accord. je vais pas m'étaler là, mais un petit SaaS qui permet de répondre à tous ces pain points. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, truc tout con, des fois, tu fais une Je réunion de rappelle 4 heures. d'ailleurs, petite parenthèse, je rappelle régulièrement, j'essaye de vulgariser un maximum nos prises de parole. Le SaaS en anglais signifie Software as a Service. Donc en fait, c'est une notion d'avoir un logiciel qui est en location, tout simplement. Il y a 20 ans, 30 ans, on faisait des logiciels à la maison dans l'entreprise. C'était des progiciels. Les logiciels appartenaient aux entreprises. Là, depuis plusieurs années maintenant, on est passé dans une logique de cloud, c'est-à-dire que les logiciels tournent 24/24, 7 jours sur 7 sur des machines qui sont à l'extérieur de l'entreprise et ce sont des logiciels en location. L'entreprise loue en général une licence mensuelle ou annuelle. Donc c'est ce que signifie le SaaS. Comme un Netflix, mais pour entreprise, quoi. Mais voilà, donc à ce moment-là, je fais un petit soft rapide pour exprimer parce que c'était quoi? Pour moi, il y avait, on invitait, par exemple, tu fais une réunion sur tout un projet, donc tu as la partie design, financier, machin. Donc tu invites le mec de la finance, le mec du design, tout. Mais t'as pas besoin de rester logiquement toute la réunion. Normalement, pourquoi tu restes sur toutes les autres parties si finalement toi ta partie elle est passée, libère-le, Oui, etc. Donc, c'était un système où c'est tu ça. pouvais dans une réunion de 4 heures pouvoir dire j'ai besoin de ces gens-là pendant 1 heure. Tac, tac, La tac. deuxième Ouais, chose ouais, c'était d'accord. des prises de notes automatisées dans Google Meet, Microsoft Teams, etc. Bien rangées de telle manière à ce que tu n'aies pas presque pas à faire ton compte rendu. Mm. Donc quand le Avant mec te qu'arrive dit l'IA, il n'y avait pas encore l'IA là. voilà, ouais. Donc là, quand te dit le mec qui te dit je t'envoie le compte rendu, mais en fait tu l'as 9 fois sur 10, tu l'as jamais, tu sais ce compte rendu. Donc en fait là c'était pour réguler un peu ça. Et puis le côté en fait prise de notes automatisée pour que on sache, enfin historisation des comptes rendus Mm, d'avant pour mm, qu'on mm, mm. on ait un Il y a suivi. il y a le suivi, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'était ça. Donc très vite, quand t'as un SaaS, 1 an après, il paraît plus innovant que ça, mais à l'époque, c'était quelque chose qui avait un petit plus. Mm, Et les mm. startups qui m'ont suivi au même moment et qui n'ont pas lâché prise, ont continué à prospérer. C'était un SaaS que j'ai pensé directement en anglais parce que un truc que je peux donner un conseil aux entrepreneurs français dans le web, c'est que on a cette tendance que d'autres pays ont pas forcément de penser français 100%. On attend que ça marche en France pour se dire bon bah voilà, maintenant on va déployer, s'internationaliser. Il y a des business qui c'est juste un coup de traduction qui peuvent se rendre international tout de suite. Et d'ailleurs j'ai pas pu continuer pour des raisons personnelles, Bobby, donc plus l'énergie et le temps pour Nécessaire, hein. m'occuper de ce projet-là. Mais on faisait pas très peu de ventes en France, mais mis bout à bout, 2 ventes aux États-Unis, 2 ventes en Australie, une vente en Chine, une vente à Singapour, etc. Ça avait généré dans plus de 20 pays des ventes à peu près 10, un peu moins de 10 000 euros de CA. Donc, comme tu vois, sur un lancement, quand je me rappelle de ce qu'on faisait avec Acceptio, ou quand je vois les chiffres de SaaS au début, tu vends pas à ce rythme-là. Ce rythme-là a été possible parce que tu regardes la map monde. International, ouais. Parce que mine de rien, on a l'impression qu'on est un gros pays, mais on est un pays comme ça, quoi. Enfin, Ouais, on est petit, ouais. donc ça, c'est quelque chose, un des conseils, si je peux me permettre, c'est de pas s'interdire de traduire son site en allemand, en Au italien, en contraire, ouais. anglais.
d'aller chercher des marchés internationaux et d'être monde tout de suite. Surtout que bah tout se fait en ligne, tout ça c'est du digital. Donc en plus il y a une extrême facilité à distribuer, à marketer ça partout. Ouais, je suis d'accord. Surtout dans le Yes, SaaS, parce que c'est quoi? C'est des traductions, des emails transactionnels à traduire, c'est ça. et après, t'es pas obligé de dupliquer toute ta com. Voilà, tu fais une Mm. com en anglais global et basta quoi, tu vois. Exactement, Donc exactement. c'est pas si waouh waouh, tu t'es trop ambitieux d'un coup. Non, en fait, on se met une barrière qui est un peu fausse dès le départ. Et d'autres pays l'ont pas, par exemple. Tu vois, il y a d'autres pays qui ont pas cette barre-là, ils attaquent le truc. Non, oui. Tu regardes sur Product Hunt, donc Product Hunt, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu De marketplace de découverte de plein de logiciels des meilleures et des dernières ouais. innovations. Voilà, donc c'est un peu the place to be pour celui qui veut les dernières innovations tech. Et je regarde que voilà, la plupart des produits, ils sont pas dans la langue De originale. leur pays d'origine, ouais, tout à fait. Ouais, c'est en anglais. D'ailleurs, il y a une petite anecdote là-dessus qui est, tu vois, bah, des pays comme Israël qui sont hyper forts en tech, en start-up, etc. Eux, en fait, il y a même pas photo. Leur pays, il est petit et tout ça. Ils ont jamais raisonné. Les mecs, ils ont fait les inventions parmi les plus folles de start-up. On pourra citer Waze, notamment, qui est quand même un des plus connus. Les mecs, ils sont tout de suite, paf, international, anglais, et puis c'est tout, quoi. J'avoue, moi, c'est vrai que ce pays est hallucinant parce que tu croises des mecs qui ont 16 ans, ils ont trois boîtes. Euh, Ouais, c'est vraiment une startup nation pour de vrai, hein. C'est vraiment un truc de fou. Et moi, je croise comme ça plusieurs pays qui sont de cette échelle-là. D'ailleurs, pour la petite remarque, là, on le voit ou pas, mais je suis au Portugal avec, vous voyez, avec les carrelages là. Et au Portugal, c'est pareil. Le pays est petit. Donc en fait, le monde de la tech, les gens qui sont dans les startups, dans les logiciels, etc., ils cherchent pas. Hein. Le logiciel, il est pas en portugais. Hein. C'est en anglais tout de suite. Hein. C'est hop, on est tout de suite tourné vers l'international. Et c'est vrai que tu as raison. Moi, le premier, d'ailleurs, j'ai fait ça souvent. J'ai fait franco-français au début, etc. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. c'est un bon point d'aller chercher les marchés et pas d'ailleurs être moins contraint par le mode de fonctionnement du marché français qui est en plus un cycle de décision particulier, c'est assez long, avec des étages à passer au niveau des entreprises, des grands comptes. Donc c'est en plus de la vente qui est pas évidente. Et surtout quand après, c'est presque plus dur de s'internationaliser quand tu l'as pas pensé au début, ne serait-ce quand même en termes de devises, en termes de Oui, c'est vrai. des tables de traduction que t'as pas pris en compte dès le départ. C'est vrai. Même si tu fais pas de vente au début à l'étranger, tu t'interdis pas parce que quand tu regardes ton analytics, tu te rends Mm. compte que tu as des visites, que tu le veuilles ou non, qui viennent des States, des machins, des trucs, qui sont tombés C'est sur ça. ton site un peu parce que tu as été listé dans un petit un annuaire ou tu as un mec qui a parlé de toi sur YouTube. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ouais, très bonne pratique, très bon conseil pour les entrepreneurs en herbe ou pas d'ailleurs. Pensez monde quoi. Pensez. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est que avant, je pensais que ma roadmap, il y avait que moi qui peux la sortir. Et en fait, vraiment, au début, il y a un autre truc qui est français, c'est de pas sortir le truc tant que c'est pas parfait, pixel Ouais, près, là. Alors que, et c'est comme les langues, tu sais, tant qu'on parle pas une langue nickel, alors ouais, qu'en on a fait, peur. quand tu regardes les étrangers, ils viennent, ils te disent où trouver restaurant, il s'est fait comprendre, et puis ouais. Et voilà. Donc c'est un peu pareil dans le SaaS, j'avais tendance à reculer la date de release, de sortie, le plus possible, parce que non, ça va pas encore, ça va pas. Et donc ça, la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que je mettais les features, faut absolument faire ça, ils ont besoin de ça, besoin de ça. Mais quand tu regardes les utilisateurs, en fait, ils disent, moi non, mais moi je veux juste dupliquer la ligne, là, par exemple, parce Ouais, que la fonctionnalité n'y est pas. faut Et les toi, des fois, tu interroger t'es quoi. cassé la Ouais, tête pendant 6 mois à développer un truc qu'en fait, ils s'en tamponnent. Donc, de sortir de ces visions, de sa vision, de se dire, je sais qu'ils ont besoin de ça. Non, tes utilisateurs, ils savent de quoi ils ont besoin, donc demande-leur, quoi. ouais, c'est Et ça. donc, C'est vraiment aller au contact, aller au c'est contact vrai du que maintenant, client. je vois de plus en plus de SaaS qui le font, mais à l'époque, c'était pas si courant de mettre ta roadmap publique et de laisser Oui, voter les gens. Tu c'est sais, beaucoup les States, ils faisaient ça, c'est vrai, c'est vrai. et je le vois C'est de une plus en bonne plus qu'ils font pratique ça. ça. C'est une bonne pratique effectivement de en fait d'ailleurs souvent ça permet d'engager le dialogue et de te rendre compte que toi tu étais focus sur un truc et tout en fait personne tout le monde s'en fout en fait. Personne a besoin de cette fonctionnalité là et toi tu te dis ouais non, c'est sûr, c'est ça qui va marcher en fait pas du tout. Alors que des fois, le truc, il veut dire, ouais, mais je veux juste pouvoir dupliquer le projet. C'est pas, vous avez pas fait ça. Ah oui, c'est vrai. Et donc ça, alors c'est vrai que ça implique de montrer à tout le monde, y compris à ta concurrence, sur quoi tu Eh oui. travailles. Ouais.
Mais c'est vrai que là, quand tu travailles sur une fonctionnalité, tu as l'assurance même que c'est ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est d'accord. C'est marrant parce que c'est vraiment exactement ce que j'ai vécu et ce que je vis encore avec les logiciels SaaS, puisque je suis toujours impliqué sur des logiciels SaaS et c'est vraiment exactement ce que tu racontes là, c'est-à-dire effectivement ne pas se mettre dans son coin, parler à son marché, poser des questions et pas, comme tu dis, travailler des semaines, des mois, et sortir le truc et en fait personne l'attend en fait. Ouais, ouais, C'est juste toi qui t'étais fait cette idée, tu vois, en ouais, te c'est ça, disant tu ouais fais ça après. c'est moi j'en ai besoin de ce truc-là, mais en fait ouais mais c'est pas toi qui compte, c'est les clients. Donc ça, c'est des enseignements que tu as sur le tas, quoi, Bien sûr, bien que sûr. tu as eu, mais et des fois, tu as besoin de faire ces erreurs-là. Donc, bon, on est sur une chaîne où on partage justement ce genre de trucs-là pour que les gens évitent de faire les mêmes erreurs, même si des fois, tu es obligé d'être, enfin, faut passer par là pour t'en rendre compte. Hum, hum, hum. Mais ouais, ouais, c'est ce genre de petit enseignement que Ah c'est chouette, bon, qui sont chouettes de partager parce que voilà, aussi ce truc français de, tu sais, quand tu demandes à quelqu'un, je bosse sur une boîte, vas-y, parle-moi-en. Non, non, c'est ah ouais, confidentiel, c'est secret, on va signer un confidentiel. accord de confidentialité. Moi, je dis, mais vas-y, mais dis-toi qu'en fait, oui, potentiellement, il y a des gens qui, mais en fait, entre le fait de dire je vais faire ça et il y a un monde, Hum, quoi. hum. Donc, et puis c'est en parlant que tu vas nourrir le truc et tout. Mais il y a des gens, non, ils continuent à me garder, non, mais j'ai pas envie de te le dire. Est-ce que toi, Laurent, dans ta vie qui avance, dans ta carrière là, tu as ensuite passé par une phase où toi-même t'as voulu peut-être investir dans des projets, des trucs. Tu fais ça ou pas du tout? T'as pas basculé sur le côté investisseur ou Alors, business angel, même avec des petits tickets d'ailleurs. Hein, il y a pas besoin de mettre des gros tickets, mais ouais, ouais, je pense que je vais y venir. Je vais y venir et justement en mode petit ticket, bon plus de risques, mais en tout cas c'est ce que je sais faire parce que c'est là où j'aime bien détecter les futurs potentiels. hum, Donc ouais, bah, c'est quelque chose que j'aimerais. qui te trotte un peu. Ouais, pour l'instant j'ai pas eu le temps de le faire. Hum, Mais hum. je sais que si un jour j'ai l'opportunité de le faire, je sais que j'irai traîner un peu dans les incubateurs, mais avec un autre regard, ouais. Yes. Alors actuellement, on a parlé d'un truc qui était le chemin inverse d'un entrepreneur, mais bien que rien n'est gravé dans le marbre, ce qu'on avait dit en préparation, c'était que actuellement tu es impliqué dans un projet, en fait, en tant que CDI, c'est ça? T'es pas le cofondateur ou t'es pas Non, pas du associé, tout. En fait, à un moment donné, t'es CDI, t'es salarié, t'as un contrat de travail. en fait, j'avais eu cette reconnaissance et ces succès qui ont satisfait mon petit ego, si tu veux. Et donc, D'être entrepreneur, d'avoir entrepris des choses, des boîtes, monté des boîtes, ouais. ouais. Et puis il y a eu un moment où j'avais envie de retrouver aussi une autre équipe, une fraîcheur, mais à taille humaine. Et il se trouve que je connaissais les fondateurs, enfin les dirigeants de cette agence Vue du Web, qui est une agence de marketing digital D'accord. basée à Montpellier, Vu du web, avec qui ok. je m'entendais très bien, qui avait une bonne croissance, des bonnes idées, qui était stable, qui était sain, D'accord. en autofinancement, et qui arrivait à faire face aux grosses agences parisiennes. L'ensemble des clients étaient parisiens, d'ailleurs, la plupart, avec toujours cette mentalité de sudiste qui voulait d'ailleurs revendiquer. Et donc, je suis arrivé là parce que il y avait un décalage entre l'image réelle et l'image perçue, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient D'accord. abandonné un peu leur propre image, si tu veux, et donc il Ou y avait valeur, ou si tu voyais à l'intérieur, c'était pas du tout qu'il y avait à l'extérieur. C'est-à-dire que ils avaient d'accord. envie de 109, de rebooster à la fois leur propre image, à la fois un regard neuf sur le regard sur l'innovation, le futur du métier, et un Mhm. regard sur la recherche de performance, voilà. Et moi, c'est un peu ce que j'aime faire. Et donc, ils m'ont D'accord. proposé une mission vraiment taillée sur mesure, D'accord. qui est un poste à la direction, stratégie, performance, innovation. Et D'accord. donc, en fait, c'est vraiment du sur-mesure taillé pour moi. Mhm. Mhm. Et donc, je m'éclate parce que, j'ai pas d'équipe à gérer, je suis un électron libre. Donc, oui, C'est c'est un ça. poste de salariat. J'ai pas d'équipe à gérer. C'est une boîte à taille humaine qui se bouge facilement, qui est Mhm. souple, qui est malléable. Donc, c'est aujourd'hui tout ce qui colle un peu à ma personnalité. C'est chouette. Et vu du web, Sébastien Vallat, le fondateur, pour le coup, très peu de gens ont grillé très vite comment je fonctionnais et qu'est-ce qu'il fallait pas me donner. Et qu'est-ce qu'il fait voilà, donc il a très vite senti le personnage et il m'a donné vraiment toute sa confiance pour faire des choses, alors qu'en fait finalement, même si j'avais travaillé dans énormément d'aspects de la communication et du marketing, l'agence de marketing digital, j'avais jamais fait parce que je la sous-traitais toujours, mon SEO, mon Oui. SIA, mon SMA, D'accord. je le Ok. sous-traitais tout le temps parce que
Voilà, c'était pas ce qui m'éclatait le plus. Et j'ai voulu mettre les mains là-dedans aussi. Et j'ai trouvé beaucoup de connaissances et je me suis éclaté aussi. Je m'éclate aussi, quoi. Et tes interventions, Laurent, elles concernent les clients de l'entreprise ou tu fais ça pour l'agence elle-même en fait? Les deux, les Les deux. deux, d'accord. Donc tu interviens aussi sur des problématiques clients liées au marketing, au digital ou autre. Ouais, alors pas des aspects mais surtout ouais, sur les innovations d'avenir. Typiquement, D'accord. là on parle maintenant du référencement dans les modèles de langage parce que ils deviennent maintenant des moteurs de recherche à part entière et Google Bien sûr. vraiment en train de dégringoler face à des moteurs de recherche qui sont plus précis, plus fins, plus rapides. euh, Mhm. et donc il y a des gens qui ont misé de tout dans Google, que ça soit en paid ou en naturel depuis 20 ans. Peut-être demain, il va falloir repartir d'une feuille blanche parce que les réponses que te donne un ChatGPT, un Mistral, un Perplexity ou un Gemini, ils sont basés sur des trucs qui ont rien à voir. C'est pas parce que tu vas mettre telle sémantique dans ton site, le machin réfléchit de manière intelligente. Donc c'est une autre manière de bien se référencer, etc. C'est ça. Ouais, je les accompagne sur ça. Je les accompagne sur aujourd'hui l'email marketing qui paraît vieux comme le monde, oui, mais dont les règles ont changé aujourd'hui pour Exact. avoir des emails qui tombent pas dans les spams en masse, qui soient pas taclés, où tu vas pas déglinguer ton domaine entier. C'est un vrai C'est savoir-faire, hein. c'est un vrai C'est savoir-faire. c'est à la fois très technique et à la fois énormément d'expertise dans l'écriture, dans la Ultra technique. sémantique, dans la manière d'utiliser l'objet de l'email, la manière de faire le fameux copywriting, la phase écriture. C'est une vraie compétence très pointue, ça, Donc l'emailing, ouais. là maintenant aujourd'hui on voit que c'est Google aussi ça suffit plus. Les gens cherchent sur Amazon des produits, les gens cherchent sur Reddit. D'ailleurs voilà Reddit a noué des partenariats avec Google et aussi avec ChatGPT pour Bien réindexer sûr. les contenus là. Donc c'est la renaissance des forums qu'on Mm. avait pas du tout un peu délaissé depuis C'est ça, longtemps. ouais, c'est clair. Comment on fait du marketing aussi là-dessus. Voilà, donc en fait, le marketing digital est devenu de plus en plus complexe. Ouais, Il- il est très protéiforme en fait. Il est ouais. totalement multiforme. Il prend plein de formats, plein de supports différents. C'est devenu effectivement une vraie pieuvre, hein. C'est pour ça que d'ailleurs, tu emploies plus le nom, je suis une agence de référencement ou une machin. Enfin, t'es une agence de croissance, quoi, tu vois. C'est ça, ça veut un peu rien dire. Ouais, je suis d'accord, ouais. Donc voilà, donc ça me plaît d'aller sur mais des fois, je suis un peu trop en avance, Oui, si tu veux. oui, c'est ce C'est qu'on pour ça disait que tout à l'heure, c'est que parfois t'es trop early. C'est pour ça que moi j'aime bien ces podcasts ou ces webinaires parce que ça donne la parole à des gens qui Bien sûr. peuvent parler de comment ça va se passer. Parce que quand je disais au début Google, je pense que c'est le début de la fin. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien. Enfin, il y a aussi un time to market. Tu vois, là c'est pareil. Exactement. Ah, on peut raconter, je peux raconter une anecdote à propos de ça, tu vois, et même toi, tu dois la vivre avec tes enfants, parce que je pense que c'est eux qui nous montrent comment ils font. Moi, j'ai découvert un truc au niveau des usages, c'est que typiquement, au Portugal, quand je suis arrivé, j'ai évidemment des relations, des contacts avec des gens de ma famille, et notamment des gens qui étaient jeunes. Et au lieu de me donner un numéro de téléphone ou tu vois ou un contact en mode SMS je sais pas quoi, en fait WhatsApp. ils m'ont donné Instagram, ils m'ont dit c'est la messagerie Instagram, c'est-à-dire qu'Instagram c'est pas seulement le truc où tu balances des reels, des photos, des je sais pas quoi, en fait c'est leur messagerie quoi, c'est-à-dire que moi mes cousins qui ont 20 ans bidule et tout, ils m'ont dit tiens voilà mon Insta quoi, et en gros les gars eh ben, ils m'envoient des messages, en fait, dans Instagram, c'est-à-dire le canal de messagerie privé dans Instagram, quand tu es relié à quelqu'un. Alors tu vois, c'est un usage complètement délire. Et puis pour la recherche, c'est pareil. Mes enfants, notamment mon grand, YouTube. quand il fait une recherche, eh ben, il a ChatGPT là, et ben il cherche sur ChatGPT. Il va pas dans Google, il va pas dans le moteur de recherche Google pour chercher un truc. Et donc il a commencé à apprendre comme ça les Bing, la version Bing, tu sais où il y avait la version gratuite de recherche, etc. Donc en fait, alors que nous c'était un réflexe, 93% de la recherche mondiale sur Internet c'était Google, jusqu'à présent, et ben ça c'est vraiment en train de se faire dynamiter la tronche quoi. Ça va Et être des c'est la gros grosse changements crise, quoi. hein, c'est la grosse crise apparemment chez Google. Ils ont tenté la SGE, la Search Generative Experience, pour essayer de contrer un peu ChatGPT. Ça ne marche pas. Là, ils ont réappelé ça AI Overview, machin, mais ça ne marche pas parce qu'en fait, 90% de leur revenu, mine de rien, il est sur ce modèle-là.
et donc ils peuvent tourner le modèle dans tous les sens. Il faut qu'ils apportent le résultat à type ChatGPT, mais sans détruire le modèle de base. Impossible, Et les impossible. usages, là, les usages, ils sont profondément en train d'être bousculés, quoi. Moi, ça a été vraiment marquant. Et j'ai même dû, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, Laurent, j'ai même dû prendre le temps d'éduquer, d'expliquer à mes ados, à mes enfants, attention, recoupement de l'information, plusieurs sources, etc. Parce que j'étais pris sur le fait, quoi, que à chaque fois qu'ils cherchaient quelque chose, leur réflexe, c'est absolument pas Google, c'est une IA. D'ailleurs, on dit que c'est même TikTok. C'est-à-dire que les recherches, c'est même dans TikTok. T'as le Mais c'est moteur de recherche TikTok et tu tapes sur TikTok des trucs, etc. Donc, YouTube, waouh, TikTok. ouais, c'est dingue. Donc là, Cherche un produit, ils passent pas sur Google, ils vont directement sur Amazon. Enfin, aujourd'hui, les moteurs de recherche, il n'y en a pas un, quoi. Il y en a X. Et aujourd'hui, quand tu peux pas te dire que t'es une agence de référencement si tu fais que du Google, quoi. en tout cas, il y a les fameux bousculements, les fameuses révolutions, disruptions. On en parlait tout à l'heure avec le gros passage sur l'IA qu'on a fait. Oui, on est vraiment dans là-dedans. On est dans un dynamitage, c'est un tsunami. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va, tout ce qu'on croyait maîtriser, être un peu stable, etc. Ça part c'est en train de être total. Ouais, ça rabat les cartes et aussi ce qui est intéressant, c'est que ça permet à des challengers, des petits qui étaient en bas de tableau, de reprendre des Ouais, places qui étaient inenvisageables avant parce que trustés par quelques gros. Donc ça, c'est bien aussi. Ça rabat là aujourd'hui, par exemple, tu dis, je sais pas, dans ta zone, quelles sont les meilleures agences, ouais, par exemple, pour toi. Avant, demande la même question à ChatGPT, tu vas voir que les réponses vont te faire exact. halluciner, quoi. Ouais, je Ouais, suis d'accord. Donc toi, tu fais tout ce travail-là dans cette agence vue du web. ouais, tout à fait. Tout ce qui est ouais, pour Ok. l'agence et pour les clients et puis préparation à l'avenir, quoi. D'accord. Et pour l'instant, tu es suffisamment entre guillemets pris là-dedans, enthousiasmé par ça pour pas avoir de côté fibre entrepreneuriale, te dire allez, je vais me remonter un truc pour moi, tout ça. Parce que j'ai quand même l'impression que tu vois, toi, bah, tu le vis très bien, hein, t'es épanoui, t'as l'air nickel. Mais c'est vrai que quand t'as touché à l'entrepreneuriat, monter tes projets, le fameux 0 à 1, etc. Ça te quitte jamais vraiment quoi. Hein. C'est-à-dire que Ouais, tu continues, tu te dis toujours, t'as envie de monter tes trucs. ouais, tout à fait. Bon, le truc, c'est que, encore une fois, le patron de Vulweb l'a bien senti. Donc, il y a plein de micro-projets au sein de l'agence qui font que c'est comme si c'était des petites startups qui se montaient à l'intérieur. Donc, C'est cool ça. pour l'instant, ça me nourrit, effectivement. Et effectivement, pour le coup, j'ai besoin de ça, hein. Et ça, c'est clair. Bien sûr. Et peut-être que c'est pas impossible que je remonte quelque chose plus tard, mais il y a quand même une vague inquiétante là qui arrive, où vraiment, j'attends de voir quand même qu'est-ce qui va se passer parce que on parlait peut-être de la fin du travail, si, comment dire, si la consommation aussi, au même titre, là on parle de Google, mais pour moi le chamboulement il va être beaucoup plus global que ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc, il y a un moment donné où si il y a moins de consommation, il restera bien sûr de la consommation, mais quel type de consommation va rester? Qu'est-ce qu'on va continuer à acheter? Pour moi, c'est un peu pas risqué de monter un business parce que voilà, moi, encore une fois, moi, quand on est dans le web, c'est pas comme un restaurateur qui s'achète un bail, machin, sa truc, sa déco, ses tables et il se saigne pour je sais pas combien de temps. Nous, on a acheté quoi? Un hébergement, un truc et tout, et puis on a perdu du temps. Donc, Mmh. on a la chance là, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Mais ouais, non, je pense que c'est en moi et ça restera en moi, ça c'est sûr, hein. Toi, tu as ton ou tes enfants, tu discutes un peu de ces sujets-là, de la tech, de l'innovation, des choses comme ça, et je sais pas Ouais, tout s'ils ont à là, fait. ils ont l'âge. Donc déjà, moi, j'apprends d'eux, c'est dingue parce que là, ça arrive à un stade où, punaise, c'est eux qui m'apprennent certaines choses. Ouais. Donc, C'est eux qui peuvent te monter un serveur Discord, hein, tu sais, c'est toi, tu sais pas faire, hein. ouais. Et puis à l'inverse, je les sensibilise aussi sur sur ça un petit peu aussi sur voilà, ne répondez pas pour l'argent comptant tout ce qui est dit. Puis là surtout qu'on va arriver dans une phase on n'est pas encore arrivé, mais on commence à travers les photos de Kylie Minogue ou je sais plus qui là ou le pape où en fait on va Ouais, ouais. pouvoir vraiment faire des enfin c'est les fake Faut news. faire hyper gaffe. Les fake news vont prendre leur envol, surtout que là on a le partage facile, le repost facile, ça peut aller vite quoi. Donc C'est des vrais sujets, hein, la
politique, la démocratie, la désinformation, c'est vraiment. D'ailleurs, on a plein de phénomènes d'attaques, de cybersécurité avec les Russes, etc. Enfin, c'est des vrais sujets. Hein. C'est pas un Ouais. truc genre c'est pas un fait divers, quoi. C'est vraiment là. Ils sont. Moi, je l'ai vu quand j'étais en Chine notamment. Nous, on est dans la partie tech avec mon associé, dans l'informatique et tout. Franchement, on a croisé des mecs, des cryptos, ce qu'on appelle des cryptographes, des gens vraiment très très costauds en cybersécurité. Nous, on n'avait pas de VIE, on avait monté une business unit où on recrutait le local. Franchement, on a pris une grosse claque sur le niveau des ingénieurs informatiques de chinois. Hein. On a recruté local, les mecs ils traversaient le pays. Hein. Nous, on était dans un endroit à 300 km au sud de Shanghai. Les mecs ils traversaient le pays, quoi. Hein. Ils faisaient 1000 km, 1500 km pour venir bosser. Ils n'avaient pas de problème de mobilité. Et je peux te dire que le niveau moyen global des ingénieurs là en programmation en code, je me suis même dit à Pascal, à mon associé, je lui ai même dit, je pense que le niveau il est globalement supérieur. Tu vois ce que je veux dire? On dit qu'on a des très bons ingénieurs, des très bonnes écoles, etc. Moi, je lui ai dit, dis donc, je pense que le niveau il est en moyenne, tu vois, il est plutôt élevé, quoi. Tu vois, parce que Alors, les à Chinois, l'inverse, tu vois, ils sont bosseurs. Hein, les mecs, t'as une compétition. Les mecs, ils sont tout en sport, en tout, ils sont à fond, toujours être le meilleur, etc. Ce qui fait que le niveau global moyen, il est super élevé, quoi. ça m'étonne pas du tout pour ce côté-là. Et à l'inverse, pour contrebalancer ton propos, on s'est souvent fait un monde de la Silicon Valley, les mecs, c'est des stars, ils nous butent, etc. Ils sont super forts. Et pour le coup, moi, je suis pas allé voir de mes yeux ou bosser en tout cas de mes yeux là-bas. Mais ce qu'on me rapporte, c'est que on n'a rien à, pour le coup, Oui, je enfin, suis assez d'accord. on les met à, moi, les ingénieurs qui sont partis là-bas, que ça soit des devs ou des marketeurs, Ouais. etc. Et même parfois même à l'inverse, on avait un niveau parfois meilleur, quoi. D'ailleurs, Laurent, regarde, avec le principe aussi du crédit impôt recherche et crédit innovation, regarde, les très très grosses boîtes, les GAFAM, etc., elles ont toutes mises des centres de R&D, Meta, Google, bidule et tout, ils ont tous de la R&D en France, Ouais. tu vois, Nous, là, à Montpellier, on a ouais, Ubisoft, Dell, IBM, clairement, tu vois, des TIDS, on a des grosses je suis machines d'accord. qui ont conquis le monde facilement avec des ingénieurs Ce français. qui, mais tu vois, pour parler de ça, ce qui m'avait surpris et presque choqué, c'est que en fait, on a une image, par exemple, de la Chine qui est restée, tu vois, celle de les mecs qui fabriquent tous les produits à l'usine. Mais en fait, on n'a pas capté que ça fait des années que enfin, c'est ça, mais c'est à des niveaux de technologie et de maîtrise technologique qui sont incroyables, en fait. Et moi, quand j'ai débarqué là-bas, tu vois, je m'attendais à ce que, ouais, bidule, les mecs, ils soient en train de fabriquer des produits, là, made in China en plastoc et tout ça. Mais attention, faut voir le niveau de technologie les mecs, ils ont, quoi. C'est un truc de malade. Donc, si tu veux, moi, ça, au début, ça nous a un peu surpris. Tu vois, on s'attendait à débarquer comme ça, ouais, super. En fait, sur plein de tech, plein d'innovations, plein de technologies, mais ils ont un niveau. Alors après, est-ce qu'ils ont pris l'information auprès de, tu sais, des industriels qui débarquaient là-bas? Bon, c'est ok, c'est un autre débat. Mais tu vois, les gens qui te disent, oh ouais, ils ont piqué, ils ont copié, etc. Non, non, là, c'est pas qu'ils ont copié, ils en sont au-delà de la copie là maintenant. Ils sont, je vais te dire, ils sont à un très gros niveau. Et c'est pour ça que par rapport à l'IA, il faut pas être dupe. Hein. Leur système de leur modèle, les IA, la structuration, ce qu'ils ont fait là sur les caméras, sur les réseaux sociaux. Je peux te dire que manipuler la data, faire du big data et tout ça, ils savent faire, hein, parce qu'ils ont ils ont des milliards de données, notamment d'images, etc. Donc, t'en fais pas que pour entraîner la reconnaissance d'image, ils ont de la matière, hein, et ils ont de la matière. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pour Yes. ça qu'ils commencent à plus vouloir de TikTok dans certains aux US, Eh ouais, États-Unis notamment. bien sûr. D'ailleurs, ce qui se dit, alors je sais pas si c'est vérifié ou quoi, etc. Mais ce qui se dit, c'est que le TikTok chinois, il est entre guillemets programmé. Les algorithmes sont dans un phénomène d'éducation. Ça donne à consommer des contenus qui sont éducatifs, alors que nous, pas du tout. En dehors du pays de la Chine, vas-y, c'est tac, c'est du temps d'attention, entre guillemets presque de la propagande, si on peut le prendre comme ça. Et c'est pas du tout de l'éducation. C'est tu restes fixé dessus et tu fais en fait le contenu qui est poussé n'est pas du tout le même selon qui t'es en Chine ou, ou aux États-Unis ou ailleurs. Donc D'ailleurs, ouais, c'est ils régulent l'usage aux enfants, etc.
les plateformes de réseaux sociaux, alors que c'est les mecs les plus connectés qui soient. Donc eux-mêmes s'autorégulent. C'est un peu comme l'histoire de Steve Jobs qui donne pas d'iPhone à son fils, quoi, tu vois. Exact, 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 exact. Yes, bah Laurent, c'est parcours intense, hein, très intéressant dont tu nous as parlé. Franchement, cet épisode va être épique. Je croise les doigts. Je sais pas du tout ce que je vais retrouver là en sortant de cet enregistrement. En tout cas, ce qu'on fera, c'est que maintenant qu'on, voilà, comme je dis toujours à tous mes invités, une fois que vous êtes venu une fois, la porte vous est ouverte tout le temps chez Je ne perds jamais. Donc, écoute, si tu as des actualités ou autres, tu pourras revenir sans aucun problème. Ce que je te propose de faire, c'est partir vers les 3 questions de la fin qui sont un petit peu quand même tout le Je temps sais les mêmes. pas. Je vais, Peut-être celui-là. tu les as pas préparés. Alors bon, c'est pas grave. On va faire en live. Et la première des questions, c'est savoir comment toi tu continues d'apprendre, puisque bah, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Hein, c'est le mantra vraiment de dire que l'éducation c'est très important. Est-ce que toi tu as comme ça entre guillemets ça peut être ce que tu veux d'ailleurs, un livre de chevet, un podcast, une chaîne YouTube, est-ce que tu as un truc qui est pour toi le truc incroyable où tu voilà, tu Alors j'ai j'ai comme une sorte de feedly, des bookmarks qui me d'accord? permettent de suivre, si tu veux, effectivement un lot très important de médias Tu te veilles, hein, c'est ce que tu français. nous as Ouais, dit, tu fais ouais, énormément de je veille. suis un féru de veille, quoi. C'est-à-dire que D'accord. là où les gens regardent sur le Insta et des chats qui jonglent, moi je regarde des trucs de tech constamment, effectivement, et de marketing. J'aime ça. Donc ouais, la veille c'est vraiment mon point fort. J'adore ça en fait. Ouais, j'adore tester. Dès qu'il y a un truc qui sort, je crée le compte. Je vais pas juste voir la Tu landing regardes. page et je me barre. Je me crée le compte, je teste et tout. Enfin, vraiment, D'accord, hein. OK, ouais. je vais jusqu'au bout du processus. Donc c'est quelque chose qui j'arrêterai pas parce que ça fait partie de ma personnalité. Donc Là, t'es un ça c'est mon curiosité point. quoi, énormément de curiosité et cetera. Ouais. D'accord. Toi Et la tu as été Bible pour moi, ça reste Product Hunt. Dans le monde du marketing digital, il y a Search Engine Land que j'aime bien. Quoi d'autre aussi, j'aime bien. Là, moi, j'allais pas sur Instagram avant, mais maintenant j'y vais parce que je me suis abonné à plein de petits jeunes d'accord. spécialistes de l'IA aussi qui font des petits tests et tout, pour découvrir plein d'outils intéressants de productivité, de performance, de production, enfin de design, etc. Donc j'aime bien maintenant aussi. Et sinon, bah c'est mon Google Actualité en fait, qui est un peu mon journal que D'accord. j'ai customisé à ma sauce en fait, hein, Ouais, ouais, ouais. à force de sélection, de likes, de machin, qui s'est un peu modelé pour moi, quoi. Ah ouais. D'accord, nickel. Bon, super. Et qui mène vers des podcasts comme toi, qui m'amène Yes. vers des chaînes YouTube, qui m'amène vers des articles de médias que je connais pas. Donc en fait, je me laisse bercer par ce feed qui me propose des choses Ouais. un peu comme mon Où Spotify. tu vas piocher, tu regardes. Ouais. Alors moi, j'utilise Flipboard depuis des années. Et écoute, j'ai cette espèce de tag. Tu sais, tu mets des articles dans une espèce de magazine virtuel. Donc je me suis créé comme ça des thèmes. Et puis à chaque fois que je tombe sur des articles et tout, je les tag à l'intérieur. Je me retrouve avec mon espèce voilà de magazine avec plein d'articles dedans que je scrute en permanence. Je trouve Exactement ça la même chose, voilà. je trouve ça pas mal. Donc j'ai d'ailleurs partagé il y a pas longtemps mon magazine sur l'IA parce que j'ai évidemment Ah, je suis preneur. je cumule, je t'enverrai le lien, il est public et en fait derrière ça t'as ce principe d'abonné et de lecteur, tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux t'abonner et parce que Ok. le magazine je l'ai rendu public en fait. Donc ma collection, mes petits post-it là, et ben il est disponible. Tu te retrouves avec tous les articles à pouvoir lire sur tout ce qui touche de près ou de loin à l'IA. Donc c'est voilà, c'est mon petit outil de veille Flipboard. Tu vois, je suis un boomer, hein, c'est-à-dire que j'ai découvert cet outil il y a plusieurs années, puis en fait je trouve ça sympa ce côté classeur dans lequel tu ranges tous tes articles. Voilà, donc je suis resté là-dessus. J'ai entendu parler de Feedly aussi qui m'a l'air pas mal. Donc bon bah moi je suis sur le Flipboard. Je t'enverrai le lien. C'est Ok, ouais, je intéressant. veux bien. Bon nickel. La deuxième question, ça c'est une des plus importantes parce que ça touche vraiment à tes aspirations profondes, ce qu'on appelle l'étoile du Nord, le fameux why. Tu sais pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie. Donc l'idée c'est, écoute, j'aimerais bien que ce soit en vrai, mais on va se l'imaginer. Je te donne un chèque en blanc, donc tu as des moyens financiers absolument illimités, parce que c'est souvent la limitation qu'on a de se dire ah je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, j'ai pas l'argent. Donc là considère que tu as vraiment des moyens illimités. Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Est-ce que tu rachèterais une boîte? Est-ce que tu monterais un projet? Si oui, lequel? Raconte-nous un peu. Alors, racheter une boîte, non, parce que ça m'a jamais intéressé, bien Ouais, que ça soit intéressant et que ça soit conseillé par beaucoup
de gens pour plein de raisons. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'attire pas parce que encore une fois, j'aime démarrer de la feuille blanche. Donc ça sera sûrement monter une boîte, laquelle je sais pas parce que j'étais dans une zone de justement d'aider plutôt d'autres boîtes plutôt que d'en créer une, mais ça serait une boîte sûrement dans le web, mais par Dans contre la tech, avec du physique dedans, c'est-à-dire un produit physique d'accord? qui a du sens, qui est pas bullshit comme les produits Amazon à la con qu'on voit passer machin, mais un produit physique parce que mine de rien, c'est vrai que quand t'as fait des PowerPoint pendant je sais pas combien d'années, même du Acceptio, etc., ça reste, tout s'arrête, hein, le serveur s'arrête, il reste C'est ça. rien, Ah, il ouais, reste c'est ça. rien. Et donc à un moment donné, C'est pas tangible. C'est ça ce que tu veux dire. C'est que c'est pas tangible en fait. ouais, ça c'est quelque chose qui m'a manqué un peu avec le temps, et donc j'ai corrigé ça avec d'autres projets, et je pense que c'est quelque chose que je continuerai à faire, ouais. Voir concevoir un produit, peut-être. Tu pourrais créer un produit, un truc. Qui sait? J'ai des contacts, hein. J'ai des contacts en Chine, à Shenzhen, hein, si tu veux. Par contre, voilà, je sais pas avec le chèque, ton chèque, ce que j'en ferai exactement, voilà. Yes. Bon, bah écoute, de toute façon, le but du jeu, c'est de continuer le chemin, puisque c'est ta curiosité. On a vu que tu avais une curiosité quand même assez débordante, et donc ça, c'est super. Hein. C'est que tu continues de creuser, de tenter plein de choses, puis tu t'épanouis. On l'a vu dans le 0-1, donc écoute, parfait. C'est bon. Écoute, avant de se laisser, la toute dernière question, c'est tout simplement est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour que je l'invite sur ce podcast? Voilà, ça peut être quelqu'un que tu connais ou une personne que j'irais chasser parce que c'est pas toujours évident de faire venir des invités prestigieux ici, mais bon, voilà, tout est bienvenu. Toutes les personnes sont bienvenues. Justement, je te recommande chaudement celui qui a été pour moi un mentor dans ma vie professionnelle, Philippe Dupuis, le fondateur d'Exaprint. Ouais, Il y a génial. il y a une belle histoire à te raconter, Bah j'imagine, ouais. vraiment une bonne personne avec des bonnes valeurs, un des patrons les plus appréciés que j'ai pu voir, Ouais, voire le plus apprécié que j'ai pu voir dans ma vie, même tous les patrons qui ont pu avoir une bonne attitude cool. Je pense que sans forcément mettre des billards, des baby-foot, des panières de ouais, fruits, ouais, ouais. rien de tout ça. Il n'y avait pas d'horaire flexible, il n'y avait pas de télétravail. Une vision, quoi, une vision, C'était dérouler un sa mec qui vision. arrivait Hmm. à emmener les gens comme personne. Et je pense que Wow. dans ton thème à toi, ça Bah oui. serait justement quelqu'un qui aurait plus de choses intéressantes à dire que moi, peut-être. Ah, il y a pas de, moi, de toute façon, je suis fan et je suis passionné de l'entrepreneuriat et de tous les entrepreneurs, mais c'est clairement un personnage emblématique qui a sûrement une tonne de choses à nous raconter, donc ça me plaît bien cette idée. Alors maintenant, tout le sujet est de savoir si, voilà, je vais réussir à lui mettre le grappin dessus, bon, Je vous ferai l'introduction. tiens, tu regardes, tu poses un peu la petite ligne et puis j'essaye de prendre contact avec lui, mais Je fais la passe D. ça sera super une super interview, un super épisode. Écoute Laurent, bon, pardon pour tout ce c'est quoi qu'à répétition, ça va encore une fois faire un épisode d'anthologie. Comme tu dis, je vais penser à toi parce que je vais passer des heures à récupérer tout ça. J'espère que j'ai les différentes pistes, les différentes morceaux qui ont fonctionné. Merci d'avoir comblé à chaque fois que je disparaissais et de J'espère nous avoir surtout partagé ta vie. que ce que j'ai dit était adapté à ton audience et que c'était pas totalement hors sujet parce que c'est vrai qu'on a parlé de plein de choses et j'espère que j'ai pu apporter des éléments de réponse des inspirations par moment. Voilà, j'espère Écoute, Laurent, on est clairement dans du partage de vie, partage d'expérience, partage de parcours, dans un principe d'éducation. Donc moi, j'ai tendance à dire que toutes les expériences qu'on peut raconter, qu'on peut transmettre, font sens avec ce podcast. Encore une fois, c'est un mantra fort, cette notion de résilience et d'avancer. Et puis surtout, on l'a vu, tu es toi un exemple parfait. Il n'y a pas de chemin tout tracé ou de chemin à imposer aux autres. Dans ton cas, regarde, tu es parfait entrepreneur 0 à 1, tu as été salarié avant, tu as été entrepreneur au milieu, tu es à nouveau salarié, tu vas probablement passer du côté investisseur, revenir à une création plus tard. C'est la vie, c'est de l'entrepreneuriat, c'est justement ça qui est intéressant. Et donc, écoute, moi j'ai été ravi de te recevoir, bien qu'on nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues, on a reculé plusieurs fois cette interview, mais tu vois, on a réussi à la faire quand même, entrecoupée de couacs techniques. C'était un immense plaisir, Laurent, merci merci encore. beaucoup à toi, Euh, Patrick.
Écoute, belle route, belle continuation, et puis je te tiens informé de la mise en relation avec le prochain invité qui sera magique si effectivement j'arrive à le faire venir avec ton aide. Merci encore Laurent, à Merci très à toi. bientôt sur les réseaux. C'était Patrick de Je ne perds jamais, et puis Laurent Thomas, un des cofondateurs de Acceptio, qui est cette société startup qui a positionné les cookies, la gestion des cookies sur Internet et sur le GPD. Et puis actuellement, il est avec les gens de Vue du Web, hein, c'est ça, Vue du Web, qui est une agence Montpellier-Paris d'ailleurs. Elle fait Ouais, c'est ça, c'est un peu double antenne, mais là, le siège est basé à Montpellier et fier de l'être d'ailleurs. Revendique un petit peu ce côté, voilà, aujourd'hui, beaucoup de boîtes qui sont en province sont pas trop prises au sérieux, donc parfois par des annonceurs, comme quoi, mais en province, il y a beaucoup de talent et on est fier de le montrer encore une fois. Yes, super. Bon, merci Laurent, à bientôt. Allez, au revoir. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.